J'ai bien aimé ta newsletter où tu nous traitais de débiles. C'est le... Mais pour Paul, pour les auditeurs du podcast, c'est un compliment. C'est un compliment. C'est-à-dire que... Merci. Mais le truc, c'est franchement, quand tu as ce fantasme-là, ouais. c'est que tu penses que ton frère jumeau, ça va être ton esclave, en fait. Ouais. Tu vas pas faire, tu vas le filer. Mais en fait, non, c'est une personne comme toi, tu vois. C'est une personne qui a des aspirations, qui veut... Et du coup, je dis à Simon, qui s'y connaît bien en SEO, check un peu les protèges matelas sur SEO, sur Google, ça donne quoi? Et lui, il check un peu via ses outils, il dit non mais mec, t'es trop con. Pire marché. C'est le pire marché, tout le monde achète ça sur la Redoute en dehors, mais vas-y pas. Je lui dis, mais moi j'y crois à fond. Et du coup, je dis à Simon, là je suis sûr que ça va marcher et je m'épile intégralement si ça marche pas, si on fait pas 200 000 euros. Tu vois, par exemple, pour obtenir les meilleurs prix, ce qu'il faut, c'est pas, tu vois, ce qui est dans la bien pour la pensée générale, c'est ouais, développe des liens, fais plein de points R, va voir tes fournisseurs, comprends bien leur business. Non, ce qui fait des meilleurs prix, c'est... Je suis très content de recevoir Max de BMS. On n'avait pas fait d'épisode avant, alors qu'on aurait pu. Et donc, pour entrer dans le vif du sujet, Max, il fait partie du duo avec Ben. Et c'est les plus gros vendeurs Amazon FBA français, je pense. Est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un de plus gros que tu connais, en tout cas? Tu veux dire vendeur en France, vendeur Amazon vendeur français de nationalité française. En private label, je pense que c'était le numéro 1. Private label, peut-être nous. Ouais. Il voudra Après, pas le dire, mais il est numéro 1. Et du coup, private label, ça serait quoi l'opposition de private label où il y aurait un gars plus gros? Non, mais en gros, private label, c'est qu'on vend nos propres marques. Donc, c'est des marques qu'on a créées et qu'on vend. Et après, il y a beaucoup de gens qui font du reselling ou du wholesale, c'est-à-dire qu'ils vont acheter des livres, des coffrets Harry Potter et qui vont les revendre derrière sur Amazon. Et ça, c'est un gros volume aussi. Et il y a notamment un gros vendeur aussi qui s'appelle Ponera, qui sont français et eux, ils font énormément de volume. Mais c'est de la revente et c'est pas leur propre marque. Et du coup, quand on parle de Amazon, est-ce que c'est un peu toujours le truc où tu veux pas trop parler des produits? Dans quelle mesure est-ce que tu parles de tes produits? Non, nous, on peut tout dire. Vous êtes tellement fort, vous en avez rien à foutre. Les concurrents qui vont découvrir la niche sur YouTube, ils vont se faire écraser, c'est ça? Venez. Non, c'est pas secret pour nous. Effectivement, on est arrivé à un stade où on est devenu très gros, on a développé des gros avantages concurrentiels. Est-ce que tu n'as pas toujours un peu ce réflexe? Moi, j'ai toujours un peu ce réflexe de pas dire, toi. Parce qu'en fait, à l'époque, effectivement, quand tu fais des grosses marges, maintenant, toi, c'est tellement ouvert, c'est tellement transparent, c'est tellement difficile. Par exemple, c'est les numéros 1 sur les protèges matelas. Toi, allez les chercher sur les protèges matelas, bonne chance, vous allez casser les dents, donc ça sert à rien. C'est ça. Mais j'ai toujours un peu ce réflexe de me dire, Ouais, non, du coup, nous, on vend, nos marques sont pas secrètes. Hein, donc, la société, c'est BMS International. Pour Benjamin Maxime Savreur, on avait beaucoup réfléchi en marketing. Et notre plus grosse marque, nous, on a une dizaine de marques. La plus grosse, c'est dans l'e-tri, ça s'appelle Dreamzy. Donc, vous regarderez, vous avez certainement des produits de chez nous, parce qu'on est numéro 1 sur les protèges matelas quasiment en Europe, sur des thés d'oreiller en coton. Donc, on est vraiment sur la niche l'e-tri. Puis après, on a plein d'autres marques. Une marque très forte aussi dans les loisirs créatifs qui s'appelle Zenacolor, une marque dans la bébé puriculture qui s'appelle Sweetie Fox. Donc on a pas mal de marques différentes. Et non, c'est pas secret. Et effectivement, c'est un peu se lier au fait qu'on a développé quand même des gros avantages concurrentiels, un gros réseau de fournisseurs, une bonne expertise technique sur les produits qui fait que quelqu'un lambda qui vient essayer de nous concurrencer sur la literie, et ça nous fait pas très peur. Vous avez démarré en quelle année? Comme Paul, je crois, 2015, les premières ventes. Ça va faire 10 ans l'année prochaine. Août 2015 Première vente, je crois, juillet 2015. Juillet ou août 2015. Ok. Parce que du coup, en fait, on se connaît depuis très longtemps. On a un call hebdomadaire depuis maintenant 9 ans, quoi. Bon, on n'a pas toujours le call, donc ça fait très très longtemps qu'on se connaît. Et pour vous donner une idée de l'échelle du truc, c'est quand même 80 millions d'euros par an. Cette année, probablement, autour de 80 millions d'euros. Et 80 millions d'euros, c'est pas un gros chiffre. Et ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pour BMS, une journée normale, c'est 200 000 euros par jour, quoi. C'est une journée normale, toi. 200 000 euros, t'es pas mécontent, t'es pas content, toi. C'est standard, c'est ok. Ce qui est quand même, je trouve un magnifique. On est quand même content de faire ça tous les jours. Je veux pas dire que c'est. Vous êtes reconnaissant, dans la reconnaissance. On a quand même de la gratitude. Mais oui, c'est sûr que c'est assez fou quand on pensait
2015, moi au début les produits je les voyais passer chez moi et là ouais, je crois que c'est 15 000, 20 000 produits par jour qu'on vend. C'est, je sais pas, des dizaines de facteurs déjà juste pour livrer ces produits-là tous les jours. Ouais. Merci Amazon, même s'ils sont des fois un peu chiants. Sans eux et sans Jeff, on serait pas là, je pense, tous les deux. Merci à Jeff. Chaque matin aussi, moi je suis Merci. C'est là qu'on sait que tu pèses dans le game quand tu utilises le prénom quand même du mec. Ah, c'est bon. Je l'ai pas rencontré, alors on a un bon. Ça reste un de nos regrets. YouTube, je suis pas merci Sendar, tu vois. Ah ouais, t'es pas encore à ce niveau-là. Je suis pas encore à ce niveau, tu vois. Je pèse pas encore assez, tu vois. Donc, j'ai une question pour Paul. C'est, vous vous connaissez depuis super longtemps. Et tu avais écrit déjà une newsletter où tu disais qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'ils ont grossi encore un peu plus vite que toi et quelle est la différence en fait, à ce niveau-là. Qu'est-ce qui fait... En fait, pour le coup, c'est assez intéressant parce qu'on a commencé exactement au même moment, effectivement. Ouais. Et en fait, on a une croissance assez proche, peut-être même j'étais un peu devant pendant un moment. Et puis là, sur les 4 dernières années, nous, on a un peu stagné, on a progressé lentement, alors qu'eux, ils ont continué de façon quasi linéaire en fait. Et ça s'explique par, je pense, 2 choses importantes. Première chose, c'est qu'ils sont allés sur des produits beaucoup plus evergreen. Donc moi, je voulais aller sur des produits high-tech, des produits innovants. Eux, ils se sont dit non, Protège Matelas, c'est là pour rester. Toi. Dans 10 ans, les gens ont besoin de Protège Matelas. Les gens ne se posent pas 36 000 questions. Ils ne veulent pas le Protège Matelas qui a été designé en 2024. Ils s'en foutent. Toi. Il date de 2015. Bon, bah, c'est très bien. Ça a 100 000 reviews. Il y a cet aspect-là. Et l'autre aussi, je pense qu'ils ont été beaucoup plus pragmatiques. Et un peu ce que j'appellerais un peu esprit ingénieur, c'est dire bon, on a cet input-là. En l'occurrence, sur nos produits, on a cet output-là. Bah, tant que ça fonctionne, on y va. Quoi. On fonce. Alors que moi, je cherche de nouveaux trucs, je vais leur dire, on va essayer d'aller sur ces discounts en livraison directe, on va essayer d'aller dans différentes marketplaces, alors qu'eux, ils sont restés beaucoup, beaucoup plus focus. Et c'est ça un truc que je trouve assez impressionnant, c'est de vraiment juste se dire quel est vraiment le levier et appuyer dessus. Quoi. Et ce que je pense d'ailleurs, ce qui fait qu'ils auraient été, je pense, à mon avis, ils auraient eu du succès après n'importe quel business, parce que c'est assez rare, en fait, cette qualité de pas se laisser distraire trop facilement. J'ai bien aimé ta newsletter où tu nous traitais de débiles. Aussi, oui. En fait, c'est le... Mais pour Paul, pour les auditeurs du podcast, c'est un compliment. C'est un compliment. Que... Merci. Non, mais... En fait, t'as débile, et puis on mettra sur l'écran. Le plus grand compliment, c'est autiste, tu vois. T'es débile, t'es pas encore autiste. Essaye encore, mais la prochaine fois. Peut-être prochaine newsletter, on va essayer de viser ça. Non, mais vous connaissez le midwit même, en fait, où l'idée, en fait, c'est quand le débile et le génie, ils font la même chose, en fait. Et je pense que c'est exactement, pour Amazon, c'est exactement ça. La plupart des vendeurs un peu normaux, ils essaient 36 000 trucs différents, ils essaient d'aller sur Instagram, TikTok, je sais pas quoi. Alors qu'en fait, encore une fois, et nous, on redécouvre cette année, et on a perdu quelques années là-dessus, le plus simple, c'est juste lancer plus de produits, tu vois. C'est vraiment le levier de croissance principal sur lequel il faut s'axer. Et donc, à ce niveau-là, être pas trop réfléchir, ça fonctionne pas mal, quoi. Un peu frisé de mon côté. Et du coup, comment t'expliques, Paul, que tu vois, la plupart des vendeurs restent pas focus, tu vois? Pourquoi ils vont tester plein d'autres choses? Je pense la volonté d'être un peu artiste, d'être un peu créatif, d'être un peu un visionnaire stratégiste, toi. Et pas accepter que, en fait, t'as un Protège Matelas qui fonctionne, tu lances 10 variations de plus, ça fonctionne encore mieux, toi. Nous, on a un de nos premiers succès, c'était les écouteurs. Donc vraiment, on a vendu 1000-2000 écouteurs par jour, et on n'a pas lancé une seule variation. Et en fait, il y a d'autres compétiteurs qui sont arrivés, qui ont lancé plein de variations et qui nous ont pris la place. Parce que... alors déjà, il y a un truc aussi qui est d'ailleurs, je pense, le cas pas que sur Amazon, on a un peu la peur du cannibalisme. Où en fait, tu te dis, putain, on va cannibaliser nos propres ventes. Ce qui en fait n'est pas une vraie peur. Parce que déjà, généralement, tu ne possèdes pas tout le marché. Et dans tous les cas, si tu ne cannibalises pas toi-même, les autres, ils vont venir te bouffer, quoi. Donc l'un dans l'autre, autant y aller. Et après aussi, l'idée, ça peut pas être aussi simple que ça, tu vois. C'est pas juste lancer des modèles avec des petites variations. Tu dis il faut un truc compliqué, il faut réfléchir, il faut une stratégie, quoi. Donc je pense que c'est ça qui explique qu'on n'a pas que nous et aussi beaucoup de vendeurs ont tendance à pas insister assez sur nos produits. Vous avez tous les deux commencé en 2015. Il y a pas mal de gens, je vois des vidéos YouTube qui passent, comment trouver des niches sur Amazon FBA, etc. Est-ce que c'est encore viable pour les gens de démarrer aujourd'hui, à votre avis? Ou est-ce qu'il faut aller chercher autre chose? Je commence. Alors, c'est encore viable, oui, c'est sûr qu'il y aura toujours des opportunités. Et ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup plus dur qu'avant. Je pense que le taux de réussite, déjà à l'époque, même si c'était en 2015, c'était pas non plus tout le monde réussissait et c'était Amazon ultra easy. Il y a beaucoup de sellers qui ont commencé en 2015 et qui vendent plus aujourd'hui actuellement.
Mais ce qui est sûr, c'est que c'est plus dur maintenant, tout simplement parce que le marché s'est un peu consolidé. Nous, on est une équipe maintenant de 50 personnes, on a des réseaux de fournisseurs, on a des acheteurs qui négocient mieux les prix, on optimise à fond tout ce qui est supply chain, bref, on optimise tout. Quelqu'un lambda qui se lance sur une de nos niches en frontal, je pense qu'il a quand même très très peu de chances de réussir. Après, voilà, des sous-niches, des niches un peu sous les radars, nous, forcément, on ne va pas être intéressé par ces niches-là parce que c'est trop petit et du coup, il y a encore moyen de percer. Mais je pense que ça s'est complexifié énormément juste en termes de réglementation produits, règles sur Amazon. Donc, je sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui vendent des formations pour aller vendre sur Amazon. Donc, c'est encore une opportunité, mais ouais, c'est sûr que c'est plus dur et il y a juste les meilleurs qui réussiront. C'est encore possible de se lancer si vous êtes sur la bonne niche, quoi. Dans ce cas-là, la différence, c'est tu vas aller chercher des petites sous-niches où les gros n'iront pas, ou est-ce qu'il faut genre anticiper le marché ou un truc qu'on avait parlé par exemple avec Paul des patchs contre l'acné, tu vois, est-ce qu'en fait il faut avoir un coup de génie ou comment tu verrais ça pour une personne qui se dit ok, c'est quoi le marché aujourd'hui? Moi je pense qu'il faut effectivement aller un truc un peu sous les radars, un truc qui n'est pas très gros, sinon voilà, si vous allez sur des très très grosses niches, tous les meilleurs, et là maintenant il y a plusieurs entreprises comme nous qui font des dizaines de millions de dollars sur Amazon, qui ont des systèmes pour détecter les meilleures niches, qui vont après aller tout optimiser pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix pour les clients. Là, je pense qu'il y a zéro risque. Mais voilà, par contre en allant sur un petit truc qui est tendance, où nous, on va pas forcément les regarder, il y a des potentiels. Mais nous, les toutes premières commandes, on parlait de 2015, on faisait par exemple un shipment, des expéditions en Air Express, parce que la marge pouvait, c'était encore possible, on pouvait pas forcément avoir un shooting photo avec des mannequins, on n'avait pas forcément besoin de vidéo. Maintenant, c'est devenu le standard, il faut optimiser les conteneurs, donc ça passe en bateau, ça veut dire que ça demande plus de cash. Maintenant le niveau a clairement EP, mais j'ai encore la place. Mais oui, je ne recommanderais pas forcément à mon meilleur ami d'aller se lancer sur Amazon, là, comme ça, sur une niche lambda, quoi. Paul, tu as marqué un truc sur la stabilité émotionnelle. Est-ce que Paul, tu veux commencer dessus et nous dire ce que tu en penses? Ouais, déjà, j'aurais exactement la réponse que Max. Et je pense qu'il y a encore un peu de la place pour des trucs un peu cachés, planqués. Ouais. Mais on parle vraiment littéralement, je pense, de quelques centaines d'euros de profit par mois, tu vois. Vraiment des niches. Après, le reste, c'est même maintenant, même les niches pas énormes, c'est déjà assez compétitif, ne serait-ce qu'au niveau prix, en fait. Tu as déjà des Chinois qui tabassent assez fort sur le prix. Donc, c'est vraiment pas évident. Et le pire, c'est que si t'es un petit entrepreneur et que t'as un produit qui fonctionne, après, il faut être capable ensuite de suivre niveau cash, tu vois. Même si ça décolle, il y a 90% de chances que tu vas galérer à pouvoir acheter l'inventaire. Et après, entre deux, et au pire des cas, en plus, tu vas faire placer une grosse commande. Dans les 3 mois, quasiment sûr que la niche, elle va être remplie. Et en fait, tu te retrouves avec ton stock qui est plus dur à vendre. Donc, je pense de ce point de vue-là, aller sur des petites niches stables, c'est peut-être un peu l'angle que tu pourras avoir si tu débutes sur Amazon. Mais c'est très compliqué parce que même bateau, il faut faire des LCL. Enfin, il y a quand même beaucoup de skills, quand tu réfléchis, il y a beaucoup de skills à combiner pour avoir un truc après correct. Toi. Rien que le listing, toi, il faut que ce soit après correct maintenant, c'est pas évident. Mais ouais, par rapport à stabilité émotionnelle, en fait, je me rappelle d'un je sais plus, c'était en 2020, 2021, peut-être tu tiendras. Oh là là, qu'est-ce qui va me sortir? Vous étiez suspendre, je crois, à cause de la TVA allemande, genre début décembre, tu vois. Et début décembre, suspendu par la TVA allemande, c'est le pire. En fait, t'as acheté tout ton stock pour Noël et là, t'es suspendu, tu sais pas combien de temps ça va durer, toi. Et quand j'avais eu un call avec eux, moi, je m'étais fait la réflexion. La dernière fois que je m'étais fait suspendre, c'était qu'en France, à l'époque. Et genre, je dormais pas. Pour 3 nuits d'affilée, je dormais pas, toi. Et eux, quand je leur parlais, ils avaient l'air assez sereins par rapport à ça. Bon, on fait ce qu'il y a à faire. Ça devrait pouvoir se résoudre à terme. Et de façon générale, ils ont un peu cette phrase qui ressort toujours qui est où est le cadeau? Et donc, même dans les situations de merde, ils arrivent à rester dedans assez rationnels et aussi plutôt optimistes, quoi. Et donc, je me demandais d'où ça vient. Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que c'est juste un peu ce que vous montrez devant et derrière, c'est un peu moins serein? Ça ressemble à quoi? Ouais, je me souviens très bien de cette suspension. Alors, pour la petite histoire, en plus, c'était une suspension abusive, hein, c'est-à-dire que c'était les autorités allemandes qui s'étaient plantées. Effectivement, on a été suspendu 10 jours au moment de Noël. Alors, on n'a pas eu Après, ils ont admis leur tort, mais on n'a pas eu de dédommagement. Je m'en souviens très bien aussi parce qu'on avait 2 personnes de l'équipe qui commençait. On avait recruté 2 nouvelles personnes et du coup, boum, premier jour, elles arrivent au bureau et du coup, on annonce à toutes les équipes, réunion de crise, attention, on vient de se faire suspendre en Allemagne.
Mais vu que c'est les nouveaux, nous, quand il y a des nouveaux, on fait un peu la fête, tu vois, welcome party avec petit-déj. Puis juste après ça, bon allez, maintenant tous, on va aller se prendre un bon petit-déj, puis après on va aller résoudre le problème. Et il y a beaucoup de personnes, ces 2 personnes-là qui sont toujours là avec nous aujourd'hui, ils avaient été choqués, et même toute l'équipe, de dire mais attends, c'est le truc le plus grave qui arrive et vous gardez un peu le... Parce qu'encore une fois, il faut mettre en contexte, la suspension Amazon, c'est genre la mort, quoi. En fait, tu sais pas quand tu vas revenir. Ça peut il y a plein de business qui ont disparu parce qu'ils sont fait suspendus. C'est vraiment, c'est le truc le pire truc qui puisse t'arriver, quoi. Donc, mais à partir du moment où on a toujours respecté les règles pour vendre sur Amazon, on a toujours été plutôt serein de se dire que ça se solutionnera, et ça fait mal, et je vais pas dire que c'était easy, mais en tout cas non, pour revenir à ton point, ça nous a pas empêché de dormir, on était plutôt ok, parce qu'on a cette philosophie. Alors je sais pas d'où ça vient, je pense que ça n'a pas toujours été le cas, comme beaucoup d'entrepreneurs, on a un petit parcours en amont, un peu tout ce qui est dev perso, donc alors sans rentrer dans les Tony Robbins et compagnie, mais c'est vachement ce truc dans cette mouvance un peu de dev perso à l'américaine, tout ce qui t'arrive, ça peut être un cadeau, c'est tes plus gros échecs que tu deviens plus fort derrière, et je pense qu'on a toujours eu ce truc-là de c'est dur, mais après on va revenir plus fort, et donc on a toujours rebondi, on verra si ça continue de durer, mais non, on est plutôt chill. Et après il y a Ben est pas là, mais je pense que le fait d'être 2, c'est aussi beaucoup plus simple. Quand tu es tout seul, tu as tout le poids du monde sur toi, tu as toutes tes équipes, c'est ça, on l'a pas mentionné, mais là je suis tout seul, mais effectivement le fait d'être 2, c'est un gros avantage. C'est ça. Et vous êtes quel genre de jumeaux? Vous êtes identiques ou pas? Identique en plus. Tout à fait, exactement les mêmes. Exactement identique. Donc pour la vidéo, ce qu'on fera, c'est qu'on dupliquera ta caméra en fait. Et comme ça, pas de problème. Alors au niveau voix, on a à peu près la même voix, donc effectivement en podcast, ça aurait été compliqué peut-être de nous différencier. Après non, on est évidemment différents, chacun avec nos particularités, mais on est la plupart de nos équipes diraient qu'on est on a un peu le même mindset, forcément les mêmes valeurs. Après, on a évidemment des différences, mais voilà, tout le monde nous dit faut pas s'associer entre frères, faut pas s'associer si vous avez le même skill set. Nous tous les 2 on est ingénieurs, pas tout à fait la même spécialité, mais on a deux profils quand même sur le papier assez similaires, et ça nous a pas empêché de cartonner jusque là, même si tout succès est relatif. Parce que c'est un peu le fantasme de beaucoup d'entrepreneurs. Le truc c'est frère jumeau, quand tu as ce fantasme là, c'est que tu penses que ton frère jumeau ça va être ton esclave en fait. Ouais. Tu vas pas faire, mais en fait non, c'est une personne comme toi, tu vois, c'est une personne qui a des aspirations, qui veut. C'est un être humain aussi, il a ses besoins. Exactement, mec. Et en ce qui concerne les tâches, est-ce que vous avez séparé la boîte en 2 et vous avez chacun des tâches différentes, ou est-ce que vous faites tous les 2 le même type de tâches? À quel point est-ce que vous êtes spécialisés au quotidien? Non, justement, on s'est spécialisé, Initialement, depuis le départ, moi j'ai toujours, et je pense à un autre facteur aussi peut-être de réussite, c'est qu'initialement, moi je me suis occupé de toute la partie plutôt produit, donc développement produit, marketing associé. Bon, voilà, en gros, je bosse les produits et un peu l'avenir de la boîte, parce qu'on l'a compris, sur Amazon, il faut lancer des nouveaux produits pour marcher. Et Ben, lui, gère plutôt la partie opération, sales. Donc, une fois que les produits arrivent chez Amazon, faire les pubs, les pages de vente, que tout soit nickel. Et ça, c'est un facteur clé, je pense, quand même, parce que le classique, quand tu as une boîte qui grossit, c'est que tu te fais un peu bouffer par l'opération. Et du coup, aller investir énormément dans des nouveaux produits, rester focus là-dessus, quand tu as énormément de merde, on parlait de suspension en Allemagne, etc., plein de problématiques opérationnelles, c'est très dur de dire je vais continuer à aller chercher plein de produits. Et nous, en fait, le business model qu'on a, il est assez simple, c'est on lance des produits, on arrive à les stabiliser, ça c'est le but de Ben et des équipes, d'aller garder les anciens produits le plus longtemps possible, voire booster. Et moi, avec les équipes un peu produits, on vient rajouter des produits sur des nouveaux mots-clés sur Amazon. Et comme ça, on fait cette croissance. Paul, tu te dis pas, ouais, je suis un peu plus petit qu'eux, mais ils sont 2, alors si tu divises par 2, ça revient un peu au même. C'est comme ça que j'essaie de commencer. Maintenant, ils sont plus que 2 fois plus gros maintenant, tu vois. Tu peux me dire ça au fur et à mesure, en rationaliser, tu vois. Et puis au final, maintenant, c'est plus le cas, quoi. Mais par contre, je pense qu'en fait, du coup, moi, je suis un peu obligé, effectivement, de me diviser mon cerveau en 2, tu vois. Me dire, il faut gérer les merdes. Parce qu'en fait, quand t'as des merdes personnelles, ça te rend un peu pessimiste, tu vois. T'es un peu, putain, en fait, toutes les merdes peuvent arriver. Et donc, il faut arriver à mettre un peu ça de côté et quand même voir un peu le futur et continuer à lancer
à lancer plus de produits. Donc effectivement, pouvoir diviser les rôles, je pense que c'est un assez... ouais, si t'es à côté, tu peux en discuter avec quelqu'un d'autre, t'es moins tout seul en terre. Je me souviens quand t'avais eu aussi, t'as aussi quelques suspensions et tout, je me souviens que t'étais bien dans le dur, parce que je pense que t'es plus tout seul face à ta responsabilité, avec les équipes aussi qui attendent de son leader, qui prennent les bons choix. Et ouais, on a beaucoup moins cette solitude derrière, quoi. C'est clair que c'est un gros plus. Quand tu as un business Amazon de cette taille, avec le chiffre d'affaires que tu as et les 50 personnes dans l'équipe, quelles tâches est-ce que toi, il te reste au quotidien? Tu fais que du management ou tu as encore des tâches genre opérationnelles, purement je suis dans une spreadsheet ou un truc comme ça? Ouais, c'est une bonne question. Non, on a encore un petit peu d'opérationnel, mais c'est sûr que là, c'est plus de la gestion très, très large. Là, on a des managers qui gèrent eux-mêmes les équipes, mais il nous reste quand même pas mal de personnes à manager en direct. Donc, on est plutôt, c'est un peu bateau ce que je dis, mais voilà, sur la partie vision, choisir les meilleures opportunités pour ma partie, sur quel type de produit on doit se focus. Je fais encore de l'opérationnel dans le sens, c'est encore un peu moi qui fait de la veille pour trouver les meilleures opportunités de produits. Et après, les équipes, et après j'accompagne les équipes pour aller jusqu'au développement et la validation finale des produits. Donc non, il y a quand même un petit peu d'opérationnel, même si, on va pas se mentir, à 2 personnes sur 50, le gros du travail est pas fait par moi ni par Ben. Du coup, c'est les équipes qui font la diff, quoi. Parce que justement, Paul, j'avais l'impression que tu étais revenu un peu dans le sens inverse, où tu avais dit j'ai trop délégué la création de produits, il faut que moi je sois dans la recherche, le développement produit, etc. C'est quoi ton retour toi là-dessus, Paul, par rapport à ça, tu vois, en mode, en fait, il y a un niveau que tu pourras jamais déléguer, ou est-ce que c'est juste que tu n'as pas trouvé les bonnes personnes, ou comment tu réfléchis? Je pense qu'on a eu au final le même parcours avec Max, où pour un moment, je pense qu'on a essayé de déléguer cette partie-là, et se rendre compte qu'au final, déjà, recruter des gens qui ont construit cet instinct sur Amazon, c'est pas facile. Tu vois, il faut des années d'expérience pour commencer à sentir le marché. Et un autre point, c'est aussi que c'est plus difficile pour ces personnes-là de prendre le risque, forcément. Parce qu'il y a un investissement, ils ont peur que s'ils se trompent, ils vont ensuite avoir des problèmes. Et un dernier aspect, je pense, qui est aussi assez intéressant, c'est justement cette idée de vouloir être un artiste ou être créatif ou autre, où pour beaucoup de gens que tu recrutes, ils vont pas faire les trucs simples, juste ok, on a ce produit, il fonctionne, on lance en 3 couleurs de plus. Tu vois. Non, c'est trop simple, c'est trop facile. Toi. Mon boulot, c'est quand même censé être un peu un truc intellectuel, il faut que je réfléchisse. Et donc, notamment, avoir cette implication de dire il y a un truc qui fonctionne, on bourrine dessus, je pense que c'est aussi important. Et du coup, tu pourrais recruter, tiens, tu peux avoir quelqu'un qui fait ça, mais ça reste comme une des activités avec le plus gros leverage que tu peux faire au sein de la boîte. Donc, je crois que dans les 2 cas, on est un peu revenu vers ça aussi. Ouais, je fais encore pas mal opérationnel, effectivement, cette partie-là. Après, dans le détail et l'exécution, c'est plus de la supervision, mais et ouais, moi je crois beaucoup, voilà, comme on dit, on a quand même, pendant quelques années, on avait un peu sous-estimé notre expérience, mine de rien, dans l'e-commerce, sur Amazon, avoir 7, 8, 9 ans d'expérience. On a vu beaucoup de choses passer, beaucoup de produits qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché du tout, et ouais, je pense que c'est un gros insight, et ça serait une grosse erreur de les déléguer complètement ça à des personnes qui n'ont que 1 ou 2 ans d'expérience. Et pour rebondir un peu sur Paul, ce que tu disais, il y a un truc que j'aime bien, que je répète souvent aux équipes, alors je ne sais plus où on avait pompé ça, c'est certainement d'une autre société, mais qui avait comme un peu credo copy with pride. Donc le côté copier, mais essayer d'améliorer. Donc c'est pas plagier, c'est je vais prendre les bonnes idées et je vais un peu les améliorer. Et ça, je remarque que les gens, je sais pas pourquoi, mais ils aiment pas juste copier et améliorer légèrement, quoi. Ils veulent faire un truc complètement différent. Si c'est juste comme tu dis, il y a quelqu'un qui a une super idée, je vais faire la même chose. Je sais pas, il y a un petit côté moins noble et ça leur plaît moins. Et du coup, moi, je force énormément les équipes à regarder tous les concurrents. Il y a des gens très très forts sur le marché, et prendre toutes leurs bonnes idées, c'est déjà un gros avantage concurrentiel, et il faut s'en inspirer, quoi. Mais naturellement, les gens ont du mal en fait. Ouais. Qu'est-ce que le client veut, et tu lui apportes ça, pas forcément inventer un truc pour juste le principe d'inventer un truc, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord. Mais Paul, tu fais pas encore genre des Kickstarter et tout? J'ai l'impression que tu essaies quand même encore d'inventer des trucs. T'as pas totalement. Il garde une petite partie plaisir, T'as pas totalement pris la leçon, j'ai l'impression. C'est ça. Après, encore une fois, c'est un peu le trade-off, tu dis, où tu as potentiellement des résultats un peu moindres, mais si ça t'intéresse, tu kiffes et tu apprends. Ouais, c'est ça. Nous aussi, je suis pas en train de dire qu'on fait que du copier-coller de choses basiques. On a quelques projets, c'est peut-être 20%, qui sont un peu des projets
voilà, où on essaye de faire des choses complètement innovantes qui n'existent pas sur le marché, mais ça reste 20%. Par exemple, on parlait tout à l'heure qu'on a été très focus. Bon, on est très focus, mais on s'est aussi diversifié, certes sur Amazon, mais dans plein de marques complètement différentes. Par exemple, on a une petite marque un peu passion qui s'appelle Zena Game, où on crée nos propres jeux de société en interne. C'est nous qui créons les mécaniques, les règles, etc. Nos jeux sont présents maintenant dans, je crois, 200 ou 300 boutiques en France, Belgique. Là, on va bientôt être en Allemagne. C'est pareil, on se diversifie, c'est des petits projets plaisir parce que c'est lié à la passion. Après, c'est pas. Peut-être que voilà, si ça cartonne et qu'on se fait référencer dans tous les magasins d'Europe, bon, peut-être que ça explosera, mais voilà, ça reste plutôt des petits projets plaisir. Et je pense que c'est important pour tenir aussi dans la durée, de ne pas juste avoir exécuté des choses qui peut-être pas forcément super valorisantes, quoi. Tu bosses combien d'heures par semaine environ? Alors, justement, alors, je vais donner la réponse, mais c'est vrai que j'ai l'impression que je bossais pas beaucoup, et notamment si on compare par rapport à des gros dirigeants de grosses sociétés et tout, mais ouais, je pense que ça doit être peut-être 40 heures, 45 heures par semaine. Ça me paraît pas énorme par rapport à des gros PDG, mais si on compare justement avec toute la mouvance un peu e-commerce, liberté financière, etc., j'ai l'impression que je bosse beaucoup, quoi. Et surtout, la particularité, c'est que vous avez des bureaux, et donc vous travaillez genre de bureau avec tout le monde en même temps, quoi. Ah, nous, on est à l'ancienne. On a nos bureaux, un peu les horaires fixes le matin. Donc, on commence à 8h30 jusqu'à 17h30. On peut ça un petit peu plus, mais on est assez clivant par rapport à ça. Ils sont où vos bureaux? Donc, nous, on est basé à l'île Maurice. Donc, ils sont dans le nord de l'île, ce qu'on appelle la Croisette. Donc, c'est un gros endroit avec un gros centre commercial, plein de magasins, de restaurants, etc. Donc, ils sont très bien placés. Et non, ils sont top en plus. On s'est fait plaisir aussi sur le design des bureaux. On a 700 mètres carrés. Donc on les a fait aussi pour que ça nous donne envie de venir travailler tous les jours et faire plaisir aussi aux équipes. Et on est super content de ça. Et tu recrutes surtout des gens en local à Maurice, ou tu fais venir beaucoup d'employés parce que ça limite quand même après ta zone de pêche? Ouais, bien sûr. Initialement, l'e-commerce à Maurice n'était pas super développé, alors Amazon n'existe pas à Maurice, donc on s'était dit bon, ça va être compliqué de trouver des gens qui ont cette expertise-là. Donc initialement, on avait beaucoup d'expatriés, donc beaucoup de Français. Puis après, avec le temps, on a commencé à développer un peu ce qu'on appelle BMS Academy, donc un peu nos formations et des process en interne. Et là, on doit avoir peut-être 2 tiers mauriciens, 1 tiers français à peu près. Et maintenant, on essaye de recruter beaucoup en local, parce qu'il y a des super talents, et surtout maintenant qu'on a nos process, c'est un peu notre école de formation par rapport aux différents process Amazon, ça devient super intéressant, quoi. Et du coup, pour toi, l'intérêt du bureau, c'est la productivité des équipes, c'est toi qui préfères ouais. Alors, pourquoi en fait c'est une décision pourquoi avoir des bureaux? Ouais, c'est une habitude. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. C'est pas du tout la mode. On reparlera peut-être du télétravail. Nous, on est un peu contre le télétravail. Donc justement, quand il y avait Covid, toi, t'as fait tout le monde vient au bureau. Vous êtes assis. Alors, on a fait dès qu'on pouvait, dès qu'on pouvait, on s'est dit tout le monde au bureau. Et ce qui était cool, c'est que tout le monde avait qu'une envie, c'était de revenir au bureau. Donc, pour répondre à ta question, c'est pas forcément pour un truc de productivité, alors même si on peut en débattre. Nous, c'est plus par rapport, on n'a pas trop parlé de un peu la vision de la boîte et nous ce qui nous fait kiffer. Et nous, on a vachement ce truc, je sais pas d'où ça nous vient, mais un peu côté plaisir, aventure humaine, le côté de partager des moments, pas juste boulot sur des meetings Zoom à avancer, faire de la croissance. Il y a vraiment la deuxième partie de l'équation qui est à prendre du plaisir tous les jours, à être entouré de personnes qui nous inspirent, de rigoler tous les jours. Alors, tu peux le faire dans des meetings Zoom, mais ouais, il y a vraiment ce côté aventure humaine, et c'est pour ça qu'on est assez clivant. Et ce qu'on se dit, c'est non, nous, quelqu'un qui adore la liberté, qui a envie d'avoir 4 jours de télétravail par semaine, c'est pas que c'est une mauvaise personne, mais par rapport à nos valeurs et par rapport à ce côté aventure humaine, convivialité qui est super importante pour nous, ça va pas forcément être la bonne personne. Donc nous, on recrute des gens, alors il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même qui adorent justement être en présentiel, qui adorent partager des moments avec les autres, et que quand ils sont en télétravail, ça les fait un petit peu chier, quoi. Donc voilà, et c'est pas vraiment pour ce côté je suis plus productif, même si on parlait tout à l'heure des meetings un peu hybrides, on trouve que c'est un peu border. Donc
Donc, pour te donner notre ordre d'idée sur le télétravail, ça a été très dur pour nous de passer à donner des jours de télétravail. Donc on est passé à 5 jours et là maintenant ils ont 10 jours par an. C'est 10 jours de télétravail par an. Quand on compare maintenant, je pense que ça doit être 3 jours par semaine, peut-être la moyenne dans toutes les entreprises, quoi. Et c'est lié à ce côté aventure humaine, fun. On organise énormément d'événements dans l'entreprise tous les jours, un peu des sortes de team building, etc. Et pour nous, si les personnes sont en remote, ça enlève de cette partie-là, quoi. Et on pense que si on était full remote, peut-être qu'on vendrait la boîte parce que il y aurait une grosse partie de l'équation et de l'intérêt qui serait plus là, quoi. Vous avez commencé à quel moment à avoir des bureaux? Dès le départ? Premier Non, employé? Non, justement, du coup, c'est vous avez une les question. deux, Nous, on a fait les deux. C'est-à-dire qu'on a commencé la boîte en France, du coup, en 2015 ou 2016. Et on était full remote pendant 3 ans, du coup, jusqu'à ce qu'on vienne à Maurice. Et l'idée de venir à Maurice, à la base, c'était, parce qu'on n'avait pas forcément ciblé Maurice, c'est qu'on voulait avoir des bureaux, justement. On commençait à avoir 7-8 personnes, on commençait à avoir des problèmes, un peu de communication. Nous, après 2 ans et demi, 3 ans de remote, ça nous pesait de justement pas avoir nos équipes avec nous et pas en termes d'aventure humaine, ça soit pas aussi fort. Et du coup, on voulait avoir des bureaux. Et on avait justement regardé un peu plusieurs destinations, que ce soit en France ou ailleurs. Et c'est en arrivant à Maurice qu'on a eu nos premiers bureaux, qui n'étaient pas vraiment des bureaux, c'était une grande villa qu'on avait transformée en bureau avec piscine et tout. Maintenant, on est passé sur quelque chose de plus pro qu'une maison, mais c'est en venant à Maurice qu'on a eu nos bureaux. Et une fois qu'on a eu ça, on s'est dit, non, mais plus jamais on fait machine arrière, quoi. Et sur la transition entre remote et les bureaux, vous avez perdu beaucoup de monde? On était, surtout la transition, c'est pas bureau, on est en France, on part à Maurice, quoi. Donc, évidemment, c'est une transition qui est plus dure, parce que c'est quand même à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. On était, je crois, 7 en France, et on est venu à 5 à Maurice. Okay. Donc voilà, c'est pour ça aussi que Maurice était dans la liste finale, c'est qu'il y avait la plupart des employés qui étaient motivés pour nous suivre. Alors, c'était des jeunes, pour ceux qui ont décidé de venir, qui n'avaient pas trop d'attache ou qui avaient envie de tenter l'expérience. Et on est arrivé du coup à Maurice avec 5 personnes sur 7 de l'équipe française. Est-ce que Paul, tu veux rebondir sur les éléments que tu avais notés dans le doc? Du coup, ça fait quasiment 10 ans maintenant qu'on s'est lancé. Oh là là. On approchait 10 ans, ce qui nous fait un peu vieux. Et il y a quand même pas mal d'histoires un peu de taré. Donc j'aimerais bien voir un peu 2 choses. C'est un peu quoi tes grandes leçons avec toutes ces années, et aussi un peu c'est quoi les galères les plus marquantes. On a déjà parlé d'une, la suspension, on peut en parler d'une autre. Et aussi un peu c'est quoi vos plus gros succès ou vos meilleures décisions à l'époque, et qu'est-ce que comment vous les expliquez a posteriori, quoi. Comment résumer 10 ans, les leçons des 10 dernières années? C'est chaud, il y aurait plein de choses à dire. On a déjà pas mal parlé tout à l'heure, mais une des grosses leçons, c'est ce que je disais, c'est rester focus. Nous, ce qu'on dit souvent, c'est un peu mettre tous les œufs dans le même panier et bien surveiller ce panier-là. C'est pas moi qui le dis, je crois que c'était une phrase qui était dite par Andrew Carnegie, qui était, je crois, au 19e siècle, certainement l'homme le plus riche. Il avait dépassé Rockefeller en vendant sa boîte équivalent de plusieurs milliards, peut-être même 10 milliards aujourd'hui. Et lui, il a fait toute sa fortune dans l'acier. Et nous, on s'était toujours dit, si on trouve une super opportunité qui est en super croissance comme Amazon... Le nouvel acier, c'est les protège-matelas. Nouvel acier, on va dire, c'est plutôt Amazon. Quand, c'est un truc de fou, j'ai repris quand on a commencé en 2015 le cours de l'action Amazon, et regarde-le maintenant, je crois que ça a fait quasi x10 entre la valeur en 2015 et maintenant. Donc on a trouvé, on va dire, un bon véhicule, un bon train, et ce qu'on s'est dit, c'est quand même très complexe, même s'il y a énormément de paramètres à prendre en compte, et à les diversifier un peu partout, on risque de pas rester au top. Et du coup, on a toujours investi énormément dans Amazon, donc bien comprendre cet écosystème et plutôt devenir expert. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'on a pu rester focus. Et là où plein de gens sont un peu brûler les ailes en tentant de vendre en direct leurs propres produits sur leur site web, du coup c'est d'autres compétences, en allant vendre sur d'autres canaux de distribution, etc. Nous on a su rester focus sur un truc qui était quand même compliqué, et on a gardé et développé cette expertise. Donc je pense que c'est quand même une grosse leçon, et
Et je pense que oui, c'est pas ce que font la plupart des personnes parce qu'ils ont envie de faire des trucs différents, ils ont envie de tester d'autres choses. Et quand on a tous les œufs dans le même panier, ça fait quand même sacrément peur. Le nombre de fois où on nous a dit, on nous le dit encore maintenant, mais vous n'êtes pas un peu fou avec voilà, des dizaines de millions. Si Amazon demain vous suspend, mais vous n'avez plus de business. Ça on nous le dit depuis 10 ans quoi. Et, tout le monde nous dit de nous diversifier, d'aller vendre. Là par exemple nos produits on peut pas les acheter en dehors d'Amazon à part nos fameux jeux de société. C'est quand même un truc de fou. On peut se dire il y a des opportunités de malade, on est leader sur Amazon sur plein de produits, pourquoi on les vend pas en dehors? Parce que nous on pense que voilà, c'est plus simple de développer d'autres produits leaders sur Amazon vu l'expertise qu'on a développée que d'aller lancer d'autres choses. Donc, ouais, ça je pense c'est quand même une des grosses leçons sur ces dernières années, rester focus. Tu parlais de pragmatisme, un peu analyser, ça c'est peut-être notre passé d'ingénieur, analyser bien les datas, qu'est-ce qui génère du profit, tu vois, quand on analyse un peu avec les faits, ce que génèrent les sites de vente en ligne direct de nos concurrents, par rapport à leur sort Amazon. Alors, je ne sais pas toi Paul à combien t'es, parce que tu vends un peu en direct. Et c'est rarement, dans le meilleur des cas, 10%, quoi, même pas. 2%, et c'est ça, c'est 1 ou 2%. Donc nous, quand on voit ça, et quand on regarde ce que rapportent nos nouveaux produits, si on fait vite le calcul, on se dit, non, ce qu'il faut, c'est continuer à développer des nouveaux produits. C'est pas si simple, parce que c'est de plus en plus concurrentiel, mais ouais, je pense que ça nous a pas mal aidé. Et contrairement à d'autres entrepreneurs, on a su rester focus. Et on n'est pas les seuls, et il y a des gens qui font encore largement plus que ce qu'on fait. Hein. Là, il y a notamment les plus gros sellers Amazon, nos concurrents en literie, qui s'appelle Utopia, c'est je crois 800 millions de chiffre d'affaires. Alors, ils commencent à se diversifier un peu en dehors d'Amazon. Ils font 800 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel à 90%, 95% sur Amazon. Donc on se dit, ça va. Ils sont une catégorie, sur la literie quoi. Sur la literie, alors ils ont commencé à se différencier dans d'autres choses, jeux de bain, etc. Mais oui, ils sont juste ultra forts. Maintenant, ils ont créé leurs propres usines au Pakistan. Ils sont juste très forts. Ils sont restés focus. Et ouais, c'est sûr que nous, quand on se compare à eux, on est très, très, très loin. Donc ça, c'était une leçon. Il y avait d'autres parties dans ta question. C'était quoi, Paul, les autres points? Il y avait une autre leçon que tu avais, c'était l'importance de pouvoir tenir dans la durée. Comment tu réfléchis à ça? Moi, tu as un truc auquel j'ai pensé en t'écoutant répondre, c'est peut-être qu'on devrait tous avoir des bureaux, parce que la raison pour laquelle les gens ne sont pas focus, c'est parce qu'ils se font chier en fait. Au bout de 10 ans, les gens ils se font chier. Alors peut-être qu'on devrait tous avoir des bureaux, faire des petits déj et développer des jeux de société. On arrêterait de se faire chier, on pourrait rester focus. Alors c'est un très bon point. Alors je ne sais pas si les bureaux sont la raison principale, mais ouais, moi je suis effectivement convaincu une autre leçon, c'est de faire durer le business le plus longtemps possible, quoi. Je dis souvent, le business c'est un peu un marathon. Et je ne sais pas d'où ça vient, mais on a toujours eu ce côté, designons le business pour qu'on puisse jouer le plus longtemps possible. On parlait tout à l'heure qu'on est fan de jeux, etc. Donc nous, on est des gros joueurs et on a toujours considéré le business comme un jeu. Et on s'est dit, voilà, comment on peut faire pour que ce jeu-là, on le fasse le plus longtemps possible. Les bureaux et un peu le côté anti-télétravail, c'est un des trucs pour nous, parce qu'on sait que tu vois, si on était tous full remote, on commencerait à se désintéresser de la chose. Mais il y a aussi plein d'autres choses, notamment s'entourer de super personnes qui correspondent à tes valeurs, avec qui tu as énormément d'affinités. Ça fait que tu as encore envie de travailler le plus longtemps possible, avoir des petits projets passion comme on vient de mentionner. Mais ouais, je pense que c'est complètement sous-estimé, ce côté de tenir dans la durée, même dans l'écosystème Amazon. Je sais pas, il y a des gens, ça fait 1 an qu'ils vendent, je les écoute un peu dans les vidéos YouTube et tout, ils parlent déjà, est-ce que tu vas revendre ton business, etc. Mais je sais quoi, moi ça me paraît, je suis un peu choqué, tu commences un business, au bout d'1 an, 2 ans le revendre, alors que tu n'es même pas qu'au début. Et je pense arriver à créer le truc, à avoir une vision plutôt très long terme. Et si tu kiffes ce que tu fais, je vois pas pourquoi tu devrais arrêter et passer à autre chose, quoi. Donc ouais, on essaye de faire énormément de choses pour tenir le plus longtemps possible, parce que ce qu'on a constaté, alors c'est pas que nous, on parlait d'Utopia tout à l'heure, je crois Utopia ils ont commencé en 2008, donc c'est que ceux qui cartonnent, il y en a aucun qui sont lancés il y a 2 ans, 3 ans, qui ont fait des coups et que ça cartonne. Non, ceux qui cartonnent et les plus gros acteurs dans n'importe quel milieu. On parlait d'Andrew Carnegie tout à l'heure sur sa fortune avec l'acier, ça a mis des dizaines d'années à se développer. Et ouais, on a un peu cette approche
très long terme et il faut qu'on dure. Et plus on tient dans le temps, plus on développe des actifs, des process, des expertises et plus on devient très fort, quoi. Donc il faut réfléchir à comment. Donc les bureaux, le fun et tout, pour nous c'est un truc clé, mais il y a plein d'autres choses, quoi, qui sont associées, notamment les personnes. Donc je vous encourage à avoir des bureaux. Des galères. T'es le seul, je pense, invité qu'on n'aura jamais qui va dire aller dans le bureau. Mais en fait, pour les bureaux, je pense que c'est un truc tout con, en fait, c'est que, je dis une phrase très conne, mais c'est bien quand c'est bien et c'est pas bien quand c'est pas bien, tu vois. Ah ouais. Donc, les gens ne veulent pas aller dans un bureau quand c'est un environnement de merde et effectivement, dans ce cas, t'es mieux chez toi, toi. C'est clair. Mais si c'est fun, c'est les gens que t'apprécies dans le bureau. C'est ça. Et pareil pour toi. Si t'as des employés, qui t'as pas trop d'affinité, t'es en remote, c'est très bien. Non, t'aimes pas et tout. Mais si t'as des gens que tu trouves top, qui sont géniaux, pourquoi t'aurais pas envie d'y aller? C'est pour ça que nous, quand il y a des gens de l'équipe qui poussent, forcément, vu que c'est un peu la tendance d'avoir plus de jours de télétravail, etc. On se dit, c'est pas forcément bon, quoi. Donc ça veut dire que ils aiment pas forcément. Ils ont envie de se détacher un peu. Ouais. Ils se détachent et c'est pas trop ce qu'on cherche. Donc ceux qui ont dit ça, faites attention, attention à vous. Prochain, quoi. attention. Non, on leur dit, on est transparent et après on s'adapte aussi au marché. On voit la plupart des études montrent que les gens veulent plutôt avoir un truc hybride avec 1 ou 2 journées par semaine. Mais encore une fois, on préfère aussi être clivant, attirer. Voilà, c'est cool. De toute façon, les gens qui veulent faire du remote, c'est 90% des boîtes qui font ça 2 jours par semaine. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a de la place pour vous. Mais nous, on essaie de se positionner un peu de manière plus clivante. Et par contre, des gens qui adorent cette énergie un peu au quotidien, ce n'est pas le cas de tout le monde. Ils vont kiffer être chez nous. Et encore une fois, s'ils adorent, c'est aussi qu'on fait énormément de choses. On investit énormément tous les jours pour que le cadre de travail soit juste le plus ouf possible, quoi. Il y a un aspect sous-côté aussi, je pense, c'est la partie rétention. Il y a un baby-foot, effectivement. Ouais. Yes. Il y a des compétitions de baby-foot. Okay. Non, on a des bureaux cool. Après, c'est pas juste... Non, on fait beaucoup de choses. Est-ce que vous avez un mur avec votre logo en énorme, comme dans les boîtes américaines? Ouais, alors on a mieux. On a une bibliothèque BMS, où du coup on a une grosse lettre BMS et on a des livres à l'intérieur, parce que ça fait partie aussi des valeurs. On reviendra peut-être sur les leçons. Qui prouvent les bonnes valeurs. C'est quoi vos valeurs alors du coup on a des valeurs. Je vais faire les traductions. On a un tiers en français, un tiers en créole, un tiers en anglais. C'est un peu les 3 langues ici à Maurice. On a pas mal parlé de fun et du coup mettre la faya, ça veut dire un peu met l'ambiance, met le feu. C'est une de nos valeurs clé qui va avec tout ce que je viens de dire. On a une valeur aussi qui est en créole qui s'appelle Anu Apran, qui veut dire on apprend ensemble. Et ça pour moi c'est un des autres secrets et je pense que vous deux vous êtes aussi très bien placés. Pour moi c'est un des critères clés de succès, c'est toujours se remettre en question, ne pas arrêter d'apprendre. Ce que je dis c'est apprendre plus pour gagner plus, un peu un petit secret. Et je pense que vous deux, à chaque fois vous me choquez quand j'entends tout ce que vous lisez, vous écoutez, je ne sais pas combien d'heures vous passez. Alors moi j'essaie de faire 30 minutes, 1 heure par jour, mais vous c'est stratosphérique. C'est ça. Personne ne voit en train de lire à 14h30, tu vois. C'est ça le secret. C'est ça. Il y a des trade-offs dans la vie, Max, c'est comme ça. C'est ça, putain. Non, tu plaisantes, mais nous, justement, dans le cadre de cette valeur à nous apprendre, on a, pour donner un ordre d'idée, on essaie que nos valeurs ne soient pas trop bullshit, on a 30 minutes tous les jours, chaque employé, que ce soit pour checker, se former via des vidéos sur YouTube, que ce soit sur des techniques Amazon ou autres. On a cette fameuse bibliothèque avec plein de livres et on a des gens, et on a beaucoup, qui tous les jours vont lire des livres sur le temps de travail pour développer un peu le mindset, les compétences associées, quoi. Donc ça, c'est un des petits trucs qu'on a réussi et qu'on a, c'était pour nous un des trucs super importants qu'on a réussi un peu à transmettre aux équipes. Et qui est faisable qu'en remote, qu'en bureau, je crois. Parce que moi, j'ai essayé ça en remote, c'est impossible à tenir. Non. Là, à bout de 2 semaines, la moitié des gens commencent à être mytho. C'est énormément d'efforts. Si, c'est possible parce qu'on le faisait déjà quand on était full remote, mais ça demande. Il faut créer la dynamique quand même. D'efforts. Et c'est super chaud, faut être exemplaire, faut avoir de l'accountability. Et je suis pas en train de dire que chez nous. Et tout le monde le fait en même temps, genre à 17h, tu sonnes un gong. Mais nous on est. Tout le monde va à la bibliothèque. C'est ça. Nous on est, franchement, des fois on est. Si quelqu'un parle, tu fais.
on n'est pas loin peut-être du côté autiste que tu parlais tout à l'heure, mais nous, c'est 13h, 13h30. C'est ce créneau-là qui est dédié et tout le monde fait. Donc, ça fait un peu secte. Et pour la petite histoire, à l'époque, on avait même une petite alarme qui sonnait effectivement. Boum, c'est ce temps-là. C'est l'heure d'apprendre. C'est l'heure d'apprendre. On retourne à l'école, les enfants. Mais tu déconnes, mais derrière, quand tu as 50 personnes et 50 personnes tous les midis, tous les jours qui font 30 minutes, par exemple sur la dernière technique de pub sur Amazon, sur la dernière technique de négociation, ou en tout cas comment mieux négocier avec des fournisseurs chinois, etc., à la fin, tu as des intérêts composés qui sont juste monstrueux. Et via ces créneaux-là, on a eu plein d'idées qui nous ont rapporté des centaines de milliers d'euros, voire millions, juste parce qu'on est tombé sur des bonnes idées qu'on a implémentées derrière, quoi. Paul, tu voulais ensuite parler de la rétention. Je vais reposer la question de Paul à laquelle on n'a pas répondu. Et aussi simplement la question de est-ce que, du coup, si tu as des bureaux, tu es à l'île Maurice, c'est pas un peu un hack de rétention? Parce que si les gens veulent partir, ils sont je vais aller bosser chez qui à l'île Maurice, ils sont coincés sur l'île, quoi. Alors le mieux, c'est quand. Tu prends leur passeport aussi, c'est pas mal, tu vois. C'est ça. Ça, c'est un hack de Qatar. Ça peut être un truc, effectivement, notamment. Mets-le dans la liste, réfléchis au prochain mastermind. À creuser. J'y ai pas pensé. Non, mais c'est vrai que pour des. Alors, oui et non, parce que comme je disais au départ, on avait beaucoup d'expatriés. Donc, ça peut être un hack si derrière l'expatrié français se trouve une copine mauricienne. Oui, c'est sûr qu'il va se projeter plus longtemps. Mais, donc, tu organises des speed dating aussi, comme ça. On fait beaucoup d'événements au bureau, tu as compris. Autour d'un baby-foot. Autour d'un baby-foot, et puis après, il se passe des choses. Non, plus sérieusement, l'expatriation, c'est quand même, c'est rare que les gens viennent 10 ans. Donc non, on a eu quand même du turnover de Français qui ont fait 2-3 ans et qui après disent c'est sympa Maurice, mais bon, j'ai pas envie de faire toute ma vie non plus ici. Mais pour ceux qui accrochent de fou et qui adorent, c'est sûr que ça les fait. Et on parlait tout à l'heure en blaguant un peu de notre politique. Mais ça reste très faible votre turnover, non? Parce que vous avez combien de personnes qui sont parties en 9 ans? C'est 10 personnes, c'est relativement. Non, plus que ça. Non, plus on a quand même un turnover qui Parce que j'ai l'impression que pendant les 7 premières années de la boîte, quasiment, entre 2015 et peut-être 2022, vous aviez 0 personne, je crois. Quasiment 0 était parti et vous aviez viré 0 personne aussi, quoi. Ce que je trouvais assez fou à l'époque. Ouais, alors on a eu beaucoup l'année dernière, les fameux expatriés qui avaient commencé il y a 5 ans. On a eu beaucoup d'anciens qui sont partis. Dont certains parce qu'ils ont trouvé une copine mauricienne qui après voulait aller en France, donc on a eu aussi ce cas-là, mais effectivement au bout de 4-5 ans on a eu pas mal de turnover l'année dernière. Sur la rétention, est-ce que tu as des idées particulières à ce niveau-là sur ce que tu gardes des gens, ou c'est surtout les aspects du bureau, la culture? Je pense que c'est la culture, c'est-à-dire que on a parlé tout à l'heure de quelques valeurs de la boîte, on en a d'autres, mais le fait de recruter à fond sur ces valeurs-là fait que quand les personnes viennent chez nous en dehors du travail, déjà de base on a beaucoup d'employés qui nous disent c'est bizarre ici, j'ai l'impression que tous les gens ici ça pourrait être mes potes, et il y a énormément de liens qui se créent avec les employés, et je dis c'est pas un hasard, c'est que vu qu'on filtre sur les valeurs, tu vois, par exemple on a une valeur qu'on appelle ambitious, qui est ce côté ambitieux mais humble en même temps. Si tu es entouré que de personnes ultra humbles et toi tu es humble, tu vas plutôt les kiffer. Pareil, si toi tu mets de l'importance sur la bienveillance et que tous les gens avec qui tu bosses sont super bienveillants, tu vas avoir ça. Même chose sur Maître Lafayette, si tu adores les activités, partager des moments, il y a plein de choses qui sont organisées au bureau, ça va jouer. Après, je ne suis pas en train de dire qu'on est parfait, il y a des gens qui partent aussi, mais je pense que c'est vachement ça qui fait. C'est ce côté, tu crées du lien, tu as des atomes crochés entre les personnes, et du coup ils ont envie de rester, pas que pour la boîte, pas que pour nous, mais aussi pour l'équipe et les collègues avec qui ils ont tissé des liens assez forts. Et après, il y a ce côté aussi, quand on fait des croissances comme on a, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui, forcément c'est stimulant, pour leur CV c'est bien, si on faisait moins 20% chaque année, on aurait plus de départs aussi, quoi. Donc je pense qu'il y a ces côtés-là, encore une fois, on n'est pas non plus. Parce que je pense que c'est un truc aussi, tu peux te dire, ça peut être très dur de recruter sur, lancer des projets matelas. Mais en fait, je pense que ça peut être un sujet générique qui est quand même intéressant, en fait. Notamment si t'es le premier, toi. En fait, c'est quand même une performance au final. Et que tu as plein de sujets autour de ça, la logistique, le prix, la compétition. En fait, ça peut être un sujet stimulant intellectuellement, même si derrière, tu te dis, c'est des protèges matelas, toi. Et ça, si j'ai mis du temps à le comprendre, moi, je pensais qu'il fallait toujours que je donne un truc aux employés qui soit vraiment
plus, comment dire, plus original. Et en fait, non, pas forcément. Tu peux t'amuser là-dedans. Bah, ça rejoint un peu à ta vision. Tu vois. Nous, on ne dit pas on est expert. Non, nous, ce qu'on dit, c'est on fait partie des plus gros sellers sur Amazon. On est leader européen sur plein de produits. On a une ambition de l'être sur d'autres. Et tu vois, c'est ça l'histoire un peu qu'on raconte. Et c'est ça qu'on essaye de faire tous les jours. Du coup, les gens viennent pour ça et pas pour... Après, ils vont développer un drap. Après, ils disent ah merde, c'était un protège-matelas. On a des produits qu'on a développés. Ils sont surpris, ils sont choqués. Ils sont surpris, quoi. Ils disent ah ouais, ok, c'est ça le truc. Mais après, comme tout, quoi. Tu vois, quand tu passes du temps, tu deviens un peu expert. Moi, le premier, les protège-matelas, c'est pas forcément le domaine, le produit, le coup de cœur, mais après, tu as toute une expertise, tu as tout un marché avec plein de déclinaisons, et c'est plus ce que je disais tout à l'heure, un peu le jeu de craquer le code. C'est ça. Paul voulait te demander tout à l'heure si vous avez eu des grosses guerres. Donc, tu as parlé rapidement de la suspension en Allemagne, mais c'était un peu anticlimatique. Enfin, c'était en mode vous avez été suspendu en Allemagne, on était totalement zen. Ouais, attends, je te dis ça. J'ai pas eu mon storytelling, tu vois. Moi, il faut le moment où j'étais dans ma salle de bain, je pleurais, des larmes de sang. Et après, non, je me suis relevé. Je me suis souvenu de la leçon de Tony Robbins, tu vois. Non, c'est une blague, mais j'ai l'impression que Amazon, c'est quand même une machine à galère, quoi. Enfin, c'est une machine en fait à gros swing qui peuvent arriver. Ouais, bah nous on adore pour ça. Je connais pas beaucoup de youtubeurs qui ont envoyé 50 000 balles se faire détruire parce que tu vois. Nous on a eu plein. Donc les premiers font mal. Et après, tu dis c'est part of the game, quoi. Derrière, ok, tu vas perdre gros sur certains bets, sur certains produits, mais derrière, si tu en as plein d'autres qui compensent, ok. Nous, on a toujours eu ce côté, alors je pense peut-être le côté joueur, tu vois, poker, espérance de gain, etc. Et on avait toujours compris que même si y a un produit sur deux qui marche, si ceux qui marchent pas, on perd pas non plus des centaines de milliers de dollars, c'est ok, quoi. On a toujours eu ce truc, ça fait partie du jeu, on sait très bien. Et limite, si on a 100% de réussite, c'est qu'on va peut-être pas assez vite. Donc, pour revenir sur des mais ça, juste pour s'arrêter là-dessus, parce que ça paraît évident, tu vois, tu dis, effectivement, si tu as c'est des espérances de gain, tu as 50% qui réussit, quand ça réussit, ça rapporte 10 000 euros, quand tu perds 1 000 euros, peu importe, tu vois, c'est expected value positif, ça paraît évident, mais émotionnellement, c'est pas aussi évident, tu vois, parce qu'en fait, tu as quand même une aversion à la perte, et donc quand tu as 50% d'échecs de produits, t'es pas bien, toi, parce que tous les jours, il faut que tu gères ce produit, il faut que tu y penses, et c'est pas si facile que ça, quoi. C'est sûr. Et effectivement, un mais produit c'est ce qui manque pas que sur Amazon d'ailleurs. Hein. Ouais. Je pense que c'est pareil sur YouTube en fait. C'est lancer plus de vidéos YouTube, lancer plus dans plein de trucs. Vu que l'échec est quand même très douloureux. En fait, sur YouTube, pas de façon rationnelle. C'est horrible parce que si tu fais une vidéo qui marche pas, tu dis ok, tout le monde l'a vu, tout le monde va se dire et tout que je fais plus des vidéos qui marchent. Et en plus après tu te dis mais du coup ça va foirer mon algo parce que YouTube a vu que ma nouvelle vidéo elle est pas marché, ça va me mettre dans une spirale et tout. Et du coup les youtubeurs, dès que tu as une chaîne qui est un peu grosse, t'as une aversion à tester des nouvelles choses qui est énorme. C'est pour ça que tous les youtubeurs c'est pour ça qu'ils font des chaînes secondaires. Ouais, c'est ça. Ok. Et après quand ta deuxième chaîne elle commence à marcher, tu fais merde, faut que je fasse une troisième chaîne, tu vois. Même mécanisme. Ah ouais. Là, non, c'est une blague. En fait quand t'as un format qui marche, tu dis je peux pas trop en sortir et tout. Puis c'est une expo. Tu découvres jamais s'il y avait un autre format qui aurait pu marcher en fait. Et c'est rare d'avoir des personnes qui arrivent vraiment à te renseigner sur un autre format pour cette raison, parce qu'en fait, il faudrait tester peut-être 4-5 formats, tu vois, mais il y a peu de gens qui sont prêts à tester 4-5 formats qui marchent pas pour en trouver un autre qui va fonctionner. Ouais, et puis tu as une exposition directe avec ta personne. Nous, c'est plus des. Ton audience, c'est encore un peu différent. Ouais, nous, ça nous fait des pertes. Je suis pas en train de dire que c'est. Vous, c'est plus financier, quoi. C'est très difficile, c'est juste financier. Après, comme dit Paul, quand tu perds 20 000, 30 000, 50 000 dollars et qu'après tu dois le gérer, parce que le produit, une fois que tu l'as commandé et que ça marche pas, c'est des galères sans nom. Les équipes passent énormément de temps à gérer ça. Et c'est vrai qu'après, dans la tête, tu te dis putain, merde, en fait, tu as beau avoir 2 succès qui compensent, c'est tellement de galère pour les équipes à gérer que tu le gardes ça en tête. Il faut se ramener à l'idée, effectivement, expected value, il faut garder ça en tête. Il ne faut pas juste se laisser guider par les émotions du moment. Et ça, j'essaye de le faire. Tu vois, des fois, de temps en temps, je me reprends un peu le Google Sheet, je regarde le retour sur investissement des produits, surtout sur le long terme. Parce que des fois, sur un an, tu peux dire, mais quand tu prends 2 ans, 3 ans, 4 ans et tu poses vraiment les chiffres de retour sur investissement, tu dis, ah ouais, non, mais un produit qui cartonne et que tu vas vendre sur plusieurs années, il te contrebalance énormément tes pertes, quoi. Donc pour revenir sur votre question sur un peu les trucs douloureux, on a eu beaucoup de produits qui n'ont pas marché, hein.
On a lancé énormément, des centaines, mais du coup, on a eu énormément de produits qui n'ont pas marché. Certains où c'était peut-être dur, parce que voilà, je me souviens, on a sorti des poussettes qui étaient top pour bébé et pour une connerie. Ils ne voulaient pas qu'on le retouche parce qu'il manquait un truc qui n'était pas attaché, etc. On était obligés, ils ne voulaient même pas qu'on le renvoie en Chine, de détruire toute la marchandise. Une fois, on a lancé qui t'a forcé à détruire la marchandise? C'était Amazon ou c'était Non, c'est les douanes. Les douanes, parce que c'était non conforme. On disait, on va les sortir. Et les douanes checkent la poussette pour savoir si elle est conforme, et si elle n'est pas conforme, ils la voient direct. En fait, évidemment, quand tu fais plein d'expéditions, tu peux avoir des contrôles en douane. Alors, des fois, c'est juste un contrôle visuel, ils vont aller vérifier les 2-3 trucs réglementaires. Et des fois, ils t'envoient même les produits dans des labos. Et ils peuvent te bloquer ton produit, ton conteneur pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et là, ils refont tu payes, des en fait, analyses. Quand ton conteneur est bloqué, tu dois payer la boîte de logistique. C'est ça. Okay. Et après, ils te disent, ils vont faire, je sais pas, une friteuse, un test électromagnétique pour vérifier que ton truc CE, il n'était pas bidon et que tu es bon là-dessus, quoi. Donc, tu peux avoir ces trucs-là où des fois, c'est le fournisseur qui t'a enflé avec un faux certificat et tout. On a lancé des produits aux US. Super opportunité, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est pas bon. Il y avait très peu de concurrence, etc. On lance le produit qui reste dans une niche. C'était à l'époque un peu post-Covid, les stérilisateurs UV où tu mettais bidon et tout. Et en fait, derrière, il y avait une loi dans je sais plus quel État aux États-Unis qui disait qu'en fait, tu es obligé d'être une société américaine pour vendre ça sur le sol américain. Ce qu'on n'avait pas. Du coup, on s'est dit, c'est pas grave, on va créer une société américaine. En fait, non, il faut avoir une société américaine qui a un compte seller sur Amazon pour la vente. Donc, on ne pouvait pas les vendre sur notre propre compte. Et donc voilà, ça c'était des pertes. Mais tout ça, c'est juste financier, c'est pas forcément. Et sur un truc comme les poussettes, par exemple, tu aurais perdu combien? À la louche, pour donner un ordre de 50 000 $, ouais. Alors il y a un truc, ce qui était plus dur, c'était tout au départ de la boîte, donc 2015, 2016. En 2015, on sort un produit, on parlait de Copy Resprite, c'est des produits qui cartonnent aux États-Unis, c'est des ballons de baudruche qui se gonflent un peu automatiquement et tu te fais des ballons d'eau pour faire des batailles d'eau géantes. En 30 secondes, t'en gonfles 100. On voit ça aux US, c'est un espèce de truc en plastique avec plein de petits fils et derrière il y a des petits ballons, c'est ça? C'est super populaire en Thaïlande aussi. Ah, c'est ça. Donc c'est super populaire en 2015. Je fais une analyse vite fait, personne ne le vend en Europe, je regarde qu'il y a un brevet, il y a un brevet d'utilité qui est aux US et en fait le brevet n'existe pas et pas déposé en Europe. Alors, je ne savais pas qu'on pouvait après coup l'étendre facilement et du coup on voit cette opportunité-là, c'est les premiers produits qu'on lance alors qu'on est encore tous les deux salariés, c'est le début de la boîte en 2015 avec Ben. On lance le produit, boum, ça arrive sur Amazon. Alors, on venait de commencer Amazon, 100 par jour, 150 par jour. On dit, c'est un truc de ouf. Du coup, on en recommande, je sais plus, 5000 ou 8000 unités, ce qui était énorme pour nous à l'époque. Et pendant que les produits sont dans l'avion, boum, on se fait suspendre sur Amazon et la personne dit, elle a étendu le brevet en Europe, interdiction de le vendre parce que c'est un brevet d'utilité. Et du coup, là, c'est le début de la boîte, tu as mis 20 000, 30 000 $ et on te dit, ces produits-là, tu peux plus les vendre. Donc, vous en déduirez qu'on a fait beaucoup de batailles d'eau géantes avec nos potes et nos familles pendant des années. Il nous en reste encore quelques-uns. Mais ça, tu vois, c'est un peu plus dur parce que c'est au début de la boîte. Et encore une fois, il y en a plus d'un qui aurait peut-être arrêté là suite à ces problèmes-là. Surtout qu'on a eu d'autres problèmes un peu avec d'autres produits en début de boîte. Mais je sais pas. Peut-être, pour être entrepreneur, il faut être un peu optimiste. Et tous ces petits échecs-là, où est le cadeau, comme on disait tout à l'heure, et on a appris. Et derrière, on est devenu plus fort. Mais ça, c'était plus dur. Mais ça, les produits, ça n'a jamais été très painful, parce qu'à chaque fois, on s'est relevé, quoi. Mais je peux peut-être raconter la pire galère que je connais sur Amazon. Et je pense, est-ce que tu te souviens, je sais plus c'est quoi son nom, dans un Mastermind, on était avec Simon aussi, un autre gars, en 2016. J'ai oublié son nom. Avec Valentin. C'est Valentin, ça. Valentin, il était parti faire un stage de parapente pendant une semaine en disant je vais me déconnecter d'Amazon, je vais tranquillement faire mon stage de parapente. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est à l'époque, tu pouvais créer des codes promo qui se cumulaient, c'était vraiment mal foutu Amazon. Et donc, il a créé en gros par erreur 2 codes promo de 50% chacun, ce qui faisait que c'était une réduction de 100%. Donc, pendant qu'il était dans les airs, là, dans les cieux, sur son parapente, il y a des mecs qui s'est allé sur les sites de deal et il y a des mecs qui ont tout acheté gratuitement, tu vois. Mais sauf que les mecs qui fréquentent les sites de deal, c'est les pires enflures du monde. Parce que ces mecs, en fait, au lieu de juste se dire putain, on a de la chatte, on a eu un produit gratuit, ils sont partis en mode en fait, c'est un complot, en fait, c'est un coup marketing qui nous fait de le produit gratuitement pour obtenir je sais pas quoi.
Et donc, ils l'ont défoncé sur les reviews, tu vois. Donc, il leur donne le produit gratuitement. Et eux, ils l'ont défoncé sur les reviews. Et en plus, t'as un mec aussi qui avait acheté une grosse partie du stock. Tu vois, je sais pas, il y a peut-être 5 unités en stock. Il a acheté 2000. Et ce mec-là, ensuite, il est venu vendre sur son listing, tu vois. Et donc, en l'espace de quelques heures, tout son business s'est écroulé d'un coup comme ça. Et d'ailleurs, truc marrant, c'est que dans les derniers calls qu'on avait avec lui, parce que du coup, il a abandonné Amazon, enfin, il a perdu toute sa thune, c'était une catastrophe. Dans les derniers calls avec lui, je crois qu'il était parti c'était quoi, commencer à vendre des pilules pour problème d'érection. Donc voilà, il s'est dit, j'en ai marre d'Amazon. Ouais, il s'est lancé on retourne dans les trucs un peu plus. Ouais. Dans l'affiliation marketing, ouais. C'est le défaut d'Amazon, tu t'engages sur le stock financièrement. Et si tu as le moindre souci, faut gérer, quoi. Donc, c'est sûr que c'est chaud. Et quand on parlait tout à l'heure, est-ce que c'est encore un truc pour se lancer? Évidemment, il ne faut pas se partir. Nous, là, sur des nouveaux produits, on peut mettre 50 000, 100 000 $, voire plus. Quand tu débutes, il y a tellement de facteurs de risque et surtout, tu n'as pas assez d'expérience. Il ne faut surtout pas se lancer sur des commandes aussi importantes. D'où l'idée d'aller sur des niches un peu plus petites, quoi. Ça, c'était une bonne galère. Mais bon, ouais. Où était le cadeau dans cette affaire? Ça se trouve, ça marche très bien dans ces trucs de plus direction, direction, là, ça se trouve. C'est vrai, ça se trouve. Je sais pas, dis-nous, si vous écoutez Valentin, dis-nous de ce que t'es devenu. Je sais pas. Dans le prochain podcast. Okay. C'est ça. Et le mec, il va être blindé en ayant fait son affiliation, ce qui serait pas impossible. C'est Simon, justement, qu'on parlait, qui s'était lancé aussi sur Amazon, qui avait lancé des belles marques, des beaux produits. Et il a eu aussi quelques galères. Et à la fin, tu vois, il a switché, pivoté, il a complètement arrêté Amazon FBA. Et aux dernières nouvelles que j'ai de Paul, notre ami Simon s'en sort plutôt très bien. Ça marche bien pour lui. Ouais, il a bien fait de pivoter. Il nous disait à tous les deux, mais vous êtes vraiment trop cons de rester sur Amazon, c'est de la merde comme business et tout. Bon, nous, on savait faire que ça, donc on était on continue ce qu'on sait faire. Merci Simon, c'est la 5e fois que vous dites ça. Merci. Mais pour la petite histoire, on va parler d'anecdotes et je n'ai pas oublié cette anecdote avec Simon. Là, on parlait des protèges matelas. On a vendu des millions. Et à l'époque, donc c'est moi qui ai cette idée de lancer des protèges matelas en Europe. En gros, ça cartonne aux US. Je vois un concurrent, quelqu'un qui en vend aux US, qui en fait $1 million par mois de CA. Donc 12 millions à l'année, juste avec une page produit sur les protèges matelas. Je me suis dit, c'est pas possible qu'aux US, ça fasse 12 millions. Et qu'en France, en Europe, ça fasse rien du tout. En France, les gens ont besoin de protèges matelas, on est d'accord. Ils ont des matelas, je me dis, ils dorment. La logique est imparable, quoi. Ouais. La logique imparable, mais tu te dis, et c'était le cas à l'époque, les gens achètent ça plutôt en supermarché. Et on fait un call avec Paul et Simon à l'époque, donc c'était il y a 5 ans, 6 ans. Et du coup, je dis à Simon, qui s'y connaît bien en SEO, check un peu les protèges matelas sur SEO, sur Google, ça donne quoi? Et lui, il check un peu via ses outils, il dit, non mais mec, t'es trop con. Pire marché. C'est le pire marché, tout le monde achète ça sur la Redoute en dehors, mais vas-y pas. Et moi, de ma jeunesse et fougue légendaire, je lui dis, mais moi j'y crois à fond. Même Paul, je crois que tu croyais pas trop non plus. Et je lance le pari de m'épiler intégralement. T'étais neutre. Et du coup, je dis à Simon, là, je suis sûr que ça va marcher. Et je m'épile intégralement si ça marche pas, si on fait pas 200 000 euros. Et en échange, si on gagne, si ça passe, tu dois acheter tous nos produits et mettre des bons commentaires. Ce qui était déjà à l'époque, je crois, peut-être autorisé, mais maintenant, tu peux plus évidemment faire ça. Bon, il a jamais acheté les produits, mais depuis, c'est devenu... Depuis, c'est devenu notre top seller et c'est quand même marrant de se dire avec le recul. Au début, personne n'y croyait, même moi, je n'étais pas non plus. C'est sûr que ça va cartonner et c'est devenu un peu un autre top produit qui nous a permis de faire une croissance de malade et qui fait qu'on en est là aujourd'hui sur cette décision. Donc, ne jamais écouter Simon, ce sera mon conseil. Et pendant qu'on contacte Simon, c'est aussi lui qui m'a conseillé d'acheter Alibaba. T'apprends pas tes erreurs. Business, l'écoutez pas, l'écoutez pas. T'aurais été conseillé d'acheter quoi? Très bonne intro. Alibaba, le stock. Parce que Charlie Munger l'avait acheté. Okay. Et depuis, ça fait que baisser, quoi. C'est ça. C'est bien, le mec, il est pas là sur le podcast. Il se prend que des balles perdues. Non, mais invitez-le, Simon. C'est un entrepreneur juste. Il peut pas venir. Ouf. Il veut pas. Et il a une histoire aussi incroyable. Mais bon, comme quoi c'était. On se rattrapera sur Valentin. Allez. À votre avis, c'est quoi le futur de Amazon FBA? Comment est-ce que ça évolue? Ou est-ce que c'est un truc qui est super mature et ça va rester comme c'est aujourd'hui?
Bah, je pense en fait ce qui se passe, c'est qu'Amazon ils essaient de squeezer autant qu'ils peuvent. Et donc ils sont assez créatifs là-dessus parce qu'ils se doutent bien que s'ils rajoutaient des points de commission, ce serait un peu obvious. Donc en fait, ils trouvent d'autres moyens de te récupérer un peu de la thune. Et je pense qu'ils essaient de traquer, c'est est-ce que les prix montent ou pas, toi. Et tant qu'ils disent bah les prix montent pas pour les clients, et en attendant on prend un plus gros pourcentage du prix d'une façon ou d'une autre, ils sont contents. Donc je pense qu'ils vont essayer de squeezer de plus en plus. Ce qui fait aussi que, en gros, si Amazon te prend entre les commissions, les FBFI et je sais pas, PPC et d'autres frais, les frais de stockage maintenant aussi ils font la logistique et ainsi de suite, ils prennent on va dire 60% déjà le prix de vente. Et après tu considères que les COGS, bon c'est pas incompressible, tu vois, tu peux négocier un peu mais tu as 20%, c'est-à-dire qu'il te reste encore 20% sur lesquels jouer, tu vois. Et donc il va falloir être de plus en plus solide opérationnellement pour être compétitif. Donc je pense que c'est un peu ça en fait, ça va tenir une forme quasiment de distribution. Donc les marges baissent à ton avis? Les marges vont baisser parce qu'il y a la pression sur Amazon que toi tu peux pas vraiment répercuter sur les prix. C'est ça, mais je pense qu'il y a forcément une limite parce qu'ils se rendent compte déjà ils ont quand même ce problème qu'il y a de moins en moins de nouveaux vendeurs. Donc à un moment Amazon ils veulent pas que les prix montent et aussi qu'il y a encore de nouveaux vendeurs qui viennent et des nouveaux produits ainsi de suite. Toi. Donc il y a un moment il ne peut pas trop pousser. Je sais pas s'ils peuvent pousser beaucoup plus que maintenant parce que c'est déjà quand même assez bourrin en ce moment. Donc je sais pas toi s'ils peuvent encore nous prendre 5 points de marge, ça me paraît beaucoup. C'est quoi ton avis toi Max dessus? Est-ce que tu penses qu'on est déjà quasiment au plus haut ou tu penses qu'il y a encore non, je pense encore ma vision ouais, un peu depuis le début, c'était je voyais Amazon à terme devenir un peu comme la grande distribution, c'est-à-dire un volume énorme. Et vu que tu as un volume énorme, bah, c'est sûr que des faibles marges, après, bah, ça peut être OK, quoi. Et du coup, avec le temps, effectivement, qu'il y ait une compression des marges qui se passe et qu'à la fin, bah, c'est juste que tu vas accepter des marges plus faibles. Mais si tu fais un très gros volume… C'est quoi sur de la grosse distribution? Ce serait du 5% pour le distributeur? Ouais, c'est ça. Une grande distribution, c'est à 5%, des fois, voire moins. Ils s'en sortent parce qu'ils ont d'excellentes conditions de paiement, etc. Est-ce qu'à terme, les marges sur Amazon vont être 5%? Nous, on le voit déjà sur les plus gros marchés. Forcément, on parlait des niches. Bah, quand tu n'as personne, donc très peu de concurrents, tu as une densité concurrentielle qui est faible. Bah oui, tu peux faire 20 points de marge, 25 points de marge. Mais crois-moi, sur je sais pas, des protège-matelas où ils s'en vendent plusieurs milliers par jour, y a quelqu'un qui va se dire bon, même si je fais pas 20 points de marge, même à 15 ça passe, après même à 10. Donc ouais, je pense que ça va tendre vers le bas. Après, c'est compliqué aussi parce que ça dépend du contexte un peu économique et concurrentiel. Nous, tu vois, il y a beaucoup de vendeurs qui ont un peu disparu là, ces derniers mois et années, quoi, qui étaient des concurrents assez forts en direct. Du coup, bah, même si tu as des frais Amazon qui augmentent, bah, on ne fait pas forcément des moins bonnes marges que l'année dernière, par exemple en ce moment, ce qui n'était pas forcément ce que j'avais prévu. Donc ouais, c'est quand même plus complexe que ça, mais à terme, à très long terme, je pense que ça existera toujours. Et dans 5 ans, 10 ans, bah, c'est juste qu'il faudra… Et ceux qui vont survivre, c'est un peu ce qui est en train de se passer, bah, c'est les meilleurs opérateurs, c'est ceux qui vont vraiment optimiser à tous les niveaux, que ce soit au niveau produit, au niveau supply chain, au niveau pub, etc. Et qui vont être capables d'opérer à très faible marge. Et c'est là que se passera le truc. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer. Là, comme je disais, quelqu'un qui se lance là sur un protège-matelas, il a juste zéro chance face à des acteurs comme nous ou d'autres gros concurrents du marché, quoi. En fait, la logique, elle est assez simple à ce niveau-là. C'est qu'en gros, si en face, tu as quelqu'un qui a 50 000 reviews et que, je sais pas, tu es à 20 €, il faut que tu sois, je sais pas, à 12 € par exemple. Il faut qu'il y ait un gros delta pour justifier qu'il y a une partie des gens qui se disent, bon, bah, je vais acheter celui avec 100 reviews au lieu de 50 000 reviews. Et donc, si par exemple, au lieu d'être à 20 € et à, je sais pas, 30% de marge, tu te mets directement à, on va dire, 14 €, bah, tu forces le nouvel entrant, s'il va avoir une chance de vendre, de se mettre à 8 €, toi. Et d'un coup, peut-être qu'il perd 2 € par unité. Et en plus, il a des moins bons prix d'achat auprès de l'usine parce que c'est un plus petit client, il est moins optimisé niveau logistique, ainsi de suite. Et donc, il y a très peu de personnes qui offrent très peu de sellers qui seraient capables d'entrer à un marché et de perdre la thune. Il y en a certains qui le font, mais de perdre la thune pendant 2 ans pour se positionner, quoi. Donc, tu deviens un peu… c'est intéressant parce qu'en fait, on pense souvent un peu au fait de monopoliser un marché en ayant un brevet ou en ayant un truc vraiment spécial technologiquement. Mais en fait, tu peux juste être quasiment imprenable sur le prix, quoi. Et après avoir les autres avantages collectifs de et en dehors de review qu'ont les anciens sellers, bah, ils ont surtout un gros historique. Tu vois, là on parlait de protège-matelas, on a peut-être 25 fournisseurs, on a les meilleurs fournisseurs en Europe, au Turquie, au Pakistan, en Chine, pour chaque type de catégorie. Bah, donc forcément, nous on met en concurrence tous nos fournisseurs, on négocie au mieux les prix, le prix qu'on a là, et on accepte aussi des marges plus faibles, je pense, qu'un nouveau seller.
pour venir, je pense que c'est chaud. Donc, moi, j'espère qu'à force de dire tout ça, il n'y a pas quelqu'un qui va arriver et qui va nous tout défoncer sur ce marché. Mais j'ai quand même du mal à y croire. Et du coup, c'est pour ça que on parlait tout à l'heure du gros concurrent aux US qui faisait $1 million avec ses protège-matelas, qui est pourtant plus cher et qui a maintenant, je sais pas, peut-être 100 000 reviews. Il est toujours là et c'est toujours le number one de protège-matelas aux US. Et ça rejoint aussi ce que disait Paul tout à l'heure, la chance qu'on a. Et ça, franchement, c'était pas du tout stratégique et pensé. C'est qu'on est sur des produits evergreen. On nous fait croire qu'il y a des innovations constamment sur des protège-matelas ou la literie, mais ça reste quand même un truc où tous les ans, c'est le même produit. Une fois que tu as bien optimisé et que tu achètes bien, tu connais bien ton produit, dans 5 ans, je vois pas pourquoi on n'en vendrait plus sur Amazon, quoi. Tu dois rester focus du coup sur tes produits sur Amazon, mais tu passes 30 minutes par jour à lire. Est-ce que tu as des idées de business qui te semblent vraiment intéressants, mais qui juste ne font pas sens par rapport à ce que tu fais, que tu voudrais donner en donation à notre audience? Un petit peu, tu sais, comme en Thaïlande, si tu vas dans une auberge de jeunesse, il y a une vieille étagère avec des livres pourris qui datent des années 90 que tu peux laisser là pour les gens qui vont venir ensuite. Est-ce que j'ai fait une super métaphore pour vendre ma section sur les idées de business qui est incroyable. Est-ce que tu as des idées de business qui te trottent des bonnes idées qui te trottent dans la tête, mais que tu ferais pas parce que ça fait pas sens par rapport à ton focus? Ouais, je suis pas un expert justement d'autres trucs, justement, vu que je suis monomaniaque et monofocus, c'est beaucoup, ça tourne quand même sur Amazon. Un business même qu'on avait testé à l'époque et qui ferait du sens pour nous, mais c'est pas le cas pour un mec lambda. C'est une agence de conseil pour aider les marques à vendre sur Amazon, l'expertise qu'on a eue, mais ça on pourrait le faire et ça fait pas de sens, parce qu'encore une fois, pour nous, c'est plus intéressant de lancer des produits. Mais bon, ça, il faut quand même avoir une grosse expertise avant de le faire. Je sais plus si on avait déjà parlé. Est-ce que tu penses qu'il faut avoir une grosse expertise? Est-ce que je sais, parce que j'ai l'impression en fait justement en fait il y a plein de marques qui veulent aller sur Amazon, notamment des grosses marques. Tu vois, quelqu'un qui comprennent pas grand-chose. Bien sûr, mais quelqu'un qui a tu jamais peux faire un peu vendu semblant, sur Amazon, c'est quand même compliqué. Après, grosse expertise, oui, je pense qu'on a plus d'expertise que évidemment, vu que ça fait 10 ans qu'on fait ça, que la plupart des boîtes de conseil sur Amazon. Mais tu vois, quelqu'un lambda qui n'a jamais vendu sur Amazon, c'est pas une super opportunité d'aller faire ça. Il faut quand même avoir trimé et un peu d'expérience. Mais je pense que après, si tu es bon en vente, en marketing, oui, tu peux, sans forcément avoir 10 ans d'expérience, aller vendre ça. Il y a un truc qui cartonne, c'est pareil, je reste sur Amazon, mais c'est un business model qui est intéressant, qu'on a creusé, qui est, vous savez, Stan, à l'importance de la preuve sociale, et du coup donc il y a les avis sur Amazon évidemment, mais depuis quelques mois, années, on voit apparaître de plus en plus de certifications avec des tests qui apparaissent, et depuis 1 an ou 2, on a vu apparaître surtout en Allemagne des organismes de tests où en fait ils testent les produits. Et qui ça en Allemagne? Et après tu mets sehr gut, excellent, etc. et tu as une note. Du coup moi j'ai creusé ça, et du coup vu que ça fait ça et que tous les plus gros sellers font ça, tout le monde se met à faire passer ces tests, parce que tu dis ouais, regarde, moi j'ai une super note, et c'est une preuve sociale supplémentaire en disant j'ai un organisme externe qui a creusé. Donc, moi je connaissais pas du tout, je me suis dit putain c'est chaud, c'est un truc genre UFC que choisir, c'est une grosse structure, et du coup je creuse ça. Et en fait, je vois, mais c'est une société bidon, c'est une personne qui est tout seul et qui reçoit. C'est Valentin et ses pilules peut-être pour l'action. Peut-être. Et le mec, j'ai creusé le business. Et donc tu payes. Nous on l'utilise pour info, vu que nos concurrents, on l'utilise quasi à chaque. Est-ce que tu payes le truc par mois là, le budget par mois? Du coup, tu payes un one-time fee, donc je ne sais plus combien c'est, je n'ai pas les têtes, c'est peut-être 200 € pour qu'ils testent le produit et qu'ils te donnent une note. Évidemment, c'est quasi toujours une bonne note. Et après, tu as un truc pour pouvoir garder le proof, ça s'appelle Proof and Gull, maintenant il y en a plusieurs. Tous les ans, tu payes aussi un fee, donc je ne sais plus combien c'est 100, 200 €. Mais le mec, génial, son niveau de test poussé, et attends, c'est mieux, parce que du coup, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, tu le fais juste en Allemagne, mais pourquoi tu le ferais pas en Italie, en Espagne et en France? Donc, c'est aussi un de nos gros marchés, la France. Et du coup, j'ai commencé à creuser, effectivement, c'est possible. Alors pourquoi on ne l'a pas fait? Je parlais en France, c'est que si c'est les mêmes actionnaires, même si c'est une autre société et qu'on évalue nos propres produits, il y a un peu, je ne sais pas comment on appelle ça, mais je pense que c'est pas très… conflit d'intérêt. Conflit d'intérêt, je pense que c'est pas très OK, quoi. Donc il ne faudrait pas qu'on le fasse sur nos propres produits. Alors c'était un peu l'idée derrière, mais il y avait un stagiaire chez nous qui avait bossé là-dessus, qui avait creusé, c'est largement faisable. En tout cas, voilà, il y a au moins 2-3 mecs qui font ça en Allemagne, ils commencent à s'étendre en France, mais ils n'ont pas la barrière de la langue, et c'est assez simple à lancer dans le sens, tu vois, les groupes de sellers sur Amazon, ils se connaissent tous, tu as des groupes
groupe, tu as des masterminds, il suffit que tu viennes, tu dis bah regarde, ça existe en Allemagne, ça cartonne, tous les plus gros sellers font ça, tu fais la pub, même les gros sellers en allemand qui vendent en France, bah, vu qu'ils l'utilisent en Allemagne, bah, ils veulent le même badge en France, donc je pense que c'est très très facile à choper. Et après les tests, bon, il faut que tu définisses quand même quelques critères de tests, de lavage, etc. Mais ouais, je pense que c'est ultra facile et ouais, j'avais chiffré, tu peux vite te faire quelques milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros assez facilement, quoi. Donc voilà, petite idée business, ça pour le coup, même sans trop de compétences sur Amazon. Donc ça s'appelle Prüfennagel, je crois, en Allemagne, il y a un autre truc et pour l'instant, ça n'existe pas en France. Donc voilà, peut-être que je vais changer une vie d'un de vos auditeurs grâce à cette idée-là. On l'invitera plus tard. Très bonne idée, très bonne idée. C'est ça. Est-ce que tu as en dehors de la question des bureaux, est-ce que tu as d'autres avis controversés? Est-ce que tu as des idées sur lesquelles tu vas un peu à contre-courant de la moyenne des conseils un peu entrepreneuriat que tu entends sur Internet? L'importance des valeurs dans l'entreprise, je pense que ce n'est pas un avis controversé, même si là, aux États-Unis, je pense que c'est déjà plus accepté. En France, ça fait un peu bullshit de mettre justement des dons de valeurs. Un peu paternaliste, quoi. Ouais, moi, je pense que c'est quand même beaucoup plus puissant que ce que les gens imaginent. Et ouais, nous, je pense qu'on doit beaucoup à ces valeurs-là qu'on a inculquées depuis le départ de la boîte. En conseil business, non, moi ça me fait toujours rire ce que je disais, des gens qui commencent, que ce soit Amazon ou autre, et qu'après 6 mois, 1 an, 2 ans, ils pensent à autre chose. Il y a ce côté du coup, sur le long terme, penser plus long terme, c'est pas vraiment controversé. Je réfléchis à d'autres. Ah si, j'ai peut-être un avis, on va dire plutôt achat, sourcing. Je trouve que c'est vachement. Et là, peut-être que Paul, t'es pas d'accord avec moi, donc ça fait un petit débat. Je trouve que c'est surcoté d'aller, par exemple, voir ses fournisseurs, d'aller faire des salons en Chine. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'en fait pas, on continue de faire des salons, on continue d'aller voir nos fournisseurs. Et je pense qu'il y a un peu ce côté, tu le vois en vrai, tu crées une vraie relation commerciale et du coup, cette relation-là, ça fait que le mec, il ne va pas te la foutre à l'envers, etc. Et je pense que c'est vachement surcoté. Dans les faits, on a fait plein de choses, on a des voyages, j'aurai peut-être des anecdotes pour vous après, en Chine, on a fait vécu plein d'expériences sympa avec des fournisseurs où tu dis on a créé du lien et après mais ils nous ont mis ils nous ont arnaqué de ouf sur d'autres produits. Alors pourtant il y avait ce lien. Ils ont vu que c'était un pigeon et en fait avant qu'ils te rencontrent puis tu vois personne. En fait c'est un groupe plus fou. Voilà ça. Le mec il est vraiment con, vas-y on va niquer. Donc en tout cas ouais c'est peut-être surcoté et je pense que tu vois par exemple pour obtenir les meilleurs prix ce qu'il faut c'est pas tu vois ce qui est dans pour la pensée générale c'est développe des liens, fais plein de points R, va voir tes fournisseurs, comprends bien leur business. Non, ce qui fait des meilleurs prix c'est trouver d'autres fournisseurs concurrents, les mettre en concurrence, faire des appels d'offres et c'est ça qui va faire que tu vas obtenir des super prix. Et donc je noircis un peu le trait, c'est caricatural, évidemment c'est important d'avoir des bonnes relations avec ses fournisseurs mais tu vois je pense que c'est un peu surcoté et plein de fois on a peut-être été voir des fournisseurs et on aurait pu très bien faire ça sans se déplacer. Donc je pense c'est un peu surcoté ce côté d'aller en Chine, d'aller faire les salons. Maintenant il y a plein d'outils. Avant tu voulais trouver un fournisseur, tu étais obligé d'aller sur place. Après tu as eu Alibaba et là il y a plein d'autres outils pour trouver des fournisseurs ce qui sont beaucoup plus efficaces que d'aller faire la Canton Fair chaque année quoi. Donc, tu utilises quoi autre Alibaba du coup? T'as quoi comme outil on va passer sur les. Ouais, c'est ça. Donc, par exemple, on parlait tout à l'heure, apprendre plus pour gagner plus. C'est un truc qu'on avait appris lors d'un créneau un peu de learning. Moi, j'avais été choqué, quoi. Je viens pas du monde des achats et tout, et je tombe sur un truc où on me dit, tu peux avoir accès aux data de douane de tous tes concurrents. Donc, tu mets juste leur société, et tu peux savoir de quel port c'est parti et quelle est l'usine qui est derrière. Et pour des outils qui coûtent pas très cher. Moi, quand j'ai appris ça, je me dis, mais c'est un truc de ouf. Je pense qu'il y a plein d'acheteurs dans plein de grands groupes qui connaissent même pas ça, qui l'utilisent pas. Mais ça nous a fait gagner des millions parce qu'on a pu trouver les fournisseurs de nos concurrents, on a pu mettre en concurrence différents fournisseurs. Et ça, c'est juste accessible en quelques clics. Et tu vois, ça va plutôt que faire une semaine à Canton Fair, va faire ces sites un peu de douane, saigne tous tes concurrents, tous leurs fournisseurs et en étant malin, tu arrives à rentrer en contact avec eux et ça, tu as beaucoup plus de valeur que d'aller faire ça. Donc, ça, c'est un peu controversé parce que je pense que c'est pas le truc. Même si d'un point de vue, et pourquoi on continue de le faire, ça rejoint un peu ce que je disais, aventure humaine.
Bah, ça reste quand même une expérience. Ouais, tu vois les usines, tu vois les gens qui votent sur toi, tu vois les mecs qui se défoncent aussi. Et je trouve que ça crée du lien et ça crée beaucoup de sens. C'est pour ça qu'on continue de le faire, mais c'est plus d'un point de vue sens, aventure, que le côté, ouais, ça nous a permis de gagner énormément d'argent, quoi. Est-ce que tu as des anecdotes du coup sur la Chine et les fournisseurs? Ah non, mais là, ça c'est privé. Non, il y a combien d'écouteurs qui écoutent votre podcast là? Si je balance tous ces à 2000 personnes, non, on a personne quelques podcast. personnes. Bon, bah ça va. C'est juste nous deux là. Juste nous deux, ouais. C'est non, pour ça, tu vois. bah, vous connaissez. Si on est qu'entre nous trois, je peux balancer à quelques trucs. Non, mais... bah oui, bon, c'est pas une surprise générale que dire que les Chinois aiment bien faire la fête et surtout bien boire. Et du coup, je suis tombé un peu dans un traquenard avec un de nos fournisseurs où du coup, c'était une soirée avec un fournisseur. Nous, on était 3 de la boîte, mais le problème en face, c'est qu'ils étaient 10. Et du coup, le CEO face au CEO en face, ils ont trinqué. C'est parti un peu en live la soirée. Et du coup, on devait trinquer avec tout le monde. Je devais trinquer avec tout le monde. Mais vu qu'ils étaient plus nombreux que moi, ça n'a pas très bien fini pour moi. Je pensais avoir le PDG chinois, mais c'est lui qui a gagné. Et la soirée s'est finie un peu difficilement pour moi. C'est gens de l'équipe qui ont dû me ramener dans ma chambre. J'ai un peu sali la chambre parce que j'ai un peu vomi. Et dans l'histoire, j'ai eu pour la première fois de ma vie un petit bonus au Sofitel pour nettoyage approfondi de la chambre. Donc, si seulement ils avaient eu un putain de protège-matelas. Tout aurait été mieux. Mais oui, je leur ai dit, oh. Mais le Sofitel, Dreamzy, là, c'est pas... Votre amende, là, je la paye pas. Par contre, voici un échantillon. Vous allez m'en dire des nouvelles. Non, je rigole, mais je faisais pas le fier et j'étais là, ok, sorry, désolé. Et je me suis fait avoir. Donc depuis, j'ai gagné en maturité et en expérience et on a pris notre revanche. Je pense que c'est une expérience universelle. Moi aussi, je suis une fois. En fait, il un truc dans le film américain où il fait tomber son shot par terre et après il fait semblant de le boire. Moi j'étais trop, tu vois, c'est mon côté trop optimiste. J'étais trop optimiste, je voyais les petits Chinois, j'étais là, c'est bon quoi, ils vont pas, je vais les coucher, mais j'avais mal fait mes maths quoi. Niveau mathématiques, ça tenait pas et je me suis. En plus, c'est l'alcool de riz généralement. Ah ouais. Je sais pas pourquoi. En fait, les 3 premiers shots, tu les sens pas. Tu les sens pas, donc t'as l'impression que t'es bien. Et en fait, tu continues et c'est au 6-7ème que là, tu t'écroules et c'est fini quoi. Donc moi, j'ai eu la même expérience. Et en plus, moi, pour le coup, il faisait boire un ingénieur, tu sais. En fait, j'ai découvert que l'ingénieur, c'était le mec, justement, il était dédié à ça, tu vois. C'était juste quand il invitait les étrangers, il devait se torcher aussi et il le sacrifiait pour la soirée pour que toi, tu fasses un point avec lui, tu vois. Pendant que le PDG restait bien planqué. J'ai eu exactement la même chose. On voit un mec arriver au repas, mais je dis, mais c'est qui lui? Il dit, ah non, mais lui, c'est le chauffeur ou je sais pas quoi. Je dis, mais tiens, de repas d'affaires, pourquoi le chauffeur est là et tout? Et après, j'ai compris effectivement que le chauffeur, il avait une bonne descente. D'ailleurs, c'est pas lui qui a conduit après, d'après ce qu'on m'a dit. Quel chauffeur? Chauffeur, mais il a un deuxième chauffeur lui-même pour le ramener en fait. C'est ça. C'est ça, le traquenard. Bon bref, j'étais jeune à l'époque, maintenant j'ai gagné en maturité, je me refais plus avoir. Donc si moi j'arrive en Chine, je vais voir un fournisseur et je fais non c'est bon, j'ai pas envie de boire et tout, ils vont me dire mais mec, rentre dans ton pays, et ils vont réagir comment? Non, je pense que tu restes sur les appuis, faut rester solide, faut pas commencer à hésiter, tu vois. Dès que tu commences à hésiter, c'est là ils vont se mettre à 15 sur toi et que tu t'en sors plus, ils vont te remplir le truc, ils vont te donner le verre, faut directement dire je bois pas quoi. Moi maintenant, tellement je sors plus le soir en fait. Ouais. Il faut repérer un peu, parce qu'ils ne sont pas tous au même niveau, mais il y en a certains, c'est quand même des spécialistes, et là-bas, ça fait partie quand même des pratiques, et notamment certains PDG que j'ai vus, ne pas les sous-estimer, parce qu'ils ont l'habitude de ça, et c'est compliqué. Mais pour la petite histoire, et pour finir cette anecdote pas très glorieuse, ils sont revenus il n'y a pas très longtemps à domicile, donc ils sont venus nous voir à Maurice. Et du coup, là, on a pris notre petite revanche. On était en surnombre. Et crois-moi que le rhum mauricien a fait quelques dégâts. Excellent. Mais donc, c'était assez marrant. On avait préparé un petit traquenard. Pour donner un idée, on disait qu'on aimait bien les jeux.
on a plein de jeux au bureau, dont des baby-foot, etc. Et du coup, on s'était entraîné depuis quelques temps sur plein de jeux au bureau. Et quand ils sont venus le soir, avant de faire le dîner, on s'est dit, tiens, on va faire un petit truc, c'est on fait des jeux. Puis à chaque fois qu'on fait le jeu, c'est BMS contre ce fournisseur-là. À chaque fois que l'équipe perd, vous prenez chacun un shot quoi, de votre alcool magnifique de riz. Du coup, on a dû faire 6 ou 7 jeux. Évidemment, on a gagné les 7. Et donc, on était assez contents. Et ils étaient tellement chauds qu'on leur a dit, vous savez, nous, ils adorent le karaoké, on a une salle de karaoké dans nos bureaux. Wow. Et ils se sont dit, quoi, il y a vraiment une salle de karaoké dans vos bureaux? Et donc, effectivement, on a une salle qu'on avait branchée à un système de karaoké. Et du coup, on a fait après 1 heure ou 2 heures de karaoké avec ce fournisseur-là un peu éméché. Et j'ai la vidéo compromettante qui me permet maintenant de négocier des super prix où intéressant. Voilà, où on voit le fournisseur et le PDG en train de danser les sardines sur le karaoké. Donc ça, c'était ma revanche personnelle après quelques années, ma défaite cuisante. Voilà, c'était une petit clin d'œil marrant, mais très sympa. Et voilà, on parlait de relations fournisseurs, ça va faire depuis 2016. Le mec, quand il est venu, il m'a ressorti le mail de 2016. C'est notre fournisseur, un de nos fournisseurs sur le loisir créatif. Première commande, je crois, à $10 000. Et là, ils m'ont montré, regarde, c'est la première commande, c'était juste $10 000, on l'a accepté. Et on a fait plusieurs millions de chiffre d'affaires avec eux. Donc, c'est le côté cool du business et de l'aventure. Il y a peut-être une dernière question avant de terminer. Qu'est-ce que Macron vient faire sur mon document de recherche? Non, mais c'est Paul qui me disait, est-ce que tu as des anecdotes? Alors, j'ai rencontré effectivement Emmanuel Macron. En tant que vendeur Amazon d'élite, c'est ça? Ouais. Avec une entreprise française à l'époque. C'est ça. Je remets le truc. Donc à l'époque, on était en France et tu sais, on parlait, ça rejoint l'anecdote, mettre tous les œufs dans le même panier, bien le surveiller. Nous, on avait tous les œufs chez Amazon et du coup, on s'est toujours dit, voilà, pas d'un point de vue manipulateur, mais dire, il faut qu'on donne à fond à Amazon pour, si jamais un jour il y a un souci, de toute façon, on aura peut-être, ça pourra nous servir. Alors, spoiler alert, ça ne nous a jamais servi, mais on a toujours été en mode, on va aider Amazon et on va tout faire pour les aider. Et ça a commencé par le fait qu'ils cherchaient des vendeurs qui cartonnaient pour faire des conférences au salon du e-commerce, etc. Évidemment, aucun vendeur voulait le faire parce que quand tu demandes mais pourquoi je dois faire la conférence, ils te disent c'est pour attirer d'autres vendeurs sur Amazon. Du coup là je vais aller sur scène devant 500 personnes pour me faire des nouveaux concurrents. Donc évidemment il y a plein de personnes, tout le monde refusait, ils galéraient. Et nous dès le départ quand ils se sont dit ça, on s'est dit ouais ok pas de problème parce que si on le fait pas, d'autres le feront. Peut-être qu'on était déjà très confiants en nos capacités à l'époque. On se disait, ça va, on a développé des compétences, ça ne sera pas si simple. Alors, on ne disait pas nos marques et nos produits, mais du coup, on a commencé à faire cette conférence-là au salon e-commerce. On l'a fait auprès de la CCI. Après, on intervenait dans les events Amazon. Du coup, on connaît très bien les gens chez Amazon France. Et on était un peu l'exemple qui montrait dans la presse. On est sorti dans Capital, on a fait des interviews sur BFM avec Amazon, etc. Donc on a fait pas mal de choses avec eux jusqu'au jour où vendredi soir, directrice communication d'Amazon m'appelle et me dit Maxime, désolé on te prévient un peu en retard, mais tu sais qu'on ouvre un nouvel entrepôt en Picardie. Donc j'étais basé en Picardie à l'époque. L'entrepôt il avait été même pas commencé il y a un an. C'est le plus gros entrepôt d'Amazon en France. Et si ça ne te dérange pas, est-ce que tu pourrais faire un speech un peu? Il y aura tous les employés. En plus, c'était un truc symbolique. Ils récupéraient des employés de Caterpillar, l'usine qui avait fermé. Et du coup, est-ce que tu peux faire juste un truc pour dire tout ce que ça vous a apporté à Amazon et raconter ton histoire aussi d'un point de vue vendeur? Du coup, je dis ok, mais c'est quoi du coup 5-10 minutes? Ouais, 10 minutes comme d'habitude. Évidemment, on avait un truc prévu le mardi avec l'équipe. J'annule, je dis pas de problème, ça me pose pas du tout de souci, je viens. Donc il y aura le président Amazon Europe, il y aura le PDG France et puis il y aura tous les employés, 200 personnes, je crois, à l'époque. Et le lundi soir, je promets, du coup, la directrice communication me rappelle et me dit Maxime, par contre, j'espère que tu ne vas pas m'en vouloir, mais je pouvais pas te le dire avant, mais demain, il y aura un peu des VIP. Il n'y aura pas juste le président, il y aura le président du conseil général, il y aura le sénateur, il y aura aussi des ministres. Je dis ouais, putain, chaud. Du coup, il y aura le ministre du Travail, le ministre, je ne sais plus quoi, à l'époque. Et ça va être une grande première pour nous, surtout tu le dis à personne, mais il y aura aussi Emmanuel Macron.
Du coup, je dis, bah, à l'époque, il avait plus la cote. Et je dis, bah, ok, mais du coup, ça change quoi dans nos plans? Je fais plus mon truc. Ils disent, ah si, tu vas faire ta présentation 10 minutes. Je dis, ah, bah, je vais pas faire 10 minutes, mon monologue à raconter mon histoire, ils s'en foutent tous. Je dis, bah, tu peux faire 7 minutes. Et du coup, bah, j'ai accompagné le lendemain. Donc, je me suis dit, ah, je vais peut-être réviser quand même mon truc. Et le lendemain, bah, j'ai accompagné toute la journée un peu le cortège. Du coup, c'était à mourir de rire parce qu'on voyait les journalistes, le petit journal qui essayait de choper des infos. Moi, j'étais toute la journée avec Macron et Amazon. On voyait tous les politiques essayer de se prendre en photo avec Macron. Donc, c'était à mourir de rire. Et j'ai eu mes petits 5-7 minutes où j'ai fait mon speech. Standing ovation de tout l'entrepôt. Bon, tout le monde était debout, ça aide. Mais et à la fin, il est venu me parler un peu. Et tu vois, je sais ce qu'il m'avait dit. Mais il m'avait dit ouais, mais putain, je sais plus combien on faisait à l'époque. 10 millions de chiffre d'affaires, mais 10 millions de chiffre d'affaires, vous êtes combien? Ah oui, mais comment vous faites 10 millions de chiffre d'affaires juste à 6 personnes? Mais c'est incroyable ça, il faut m'en dire plus sur votre business model. Et voilà, on a discuté un peu après, rapidement. C'est quand même une anecdote assez incroyable. Si on ne s'était pas lancé sur Amazon, si on n'avait pas fait, tu vois, ce qu'on dit souvent, give more than you take, tu vois, aller un peu, toujours donner plus, on ne serait pas sorti de notre zone de confort. Et au départ, quand on était tous les deux ingénieurs et qu'on décide de quitter nos postes d'ingénieurs, pour nos parents, c'était un peu « mais vous êtes fous, vous quittez des super statues, etc. pour aller vendre des mandolines de cuisine sur Amazon, vous n'y connaissez rien ». Une fois qu'on avait rencontré le président, là on était c'est mes fils, ce sont mes enfants, ça, je le savais depuis le début. Donc c'était. Je savais que les mandolines, ça pèserait. Je le savais, j'ai toujours cru en vous. Du coup, c'était marrant. Ce que j'avais adoré, c'était voir un peu la préparation, la com de crise, comment Amazon avait préparé un peu l'event, puis voir un peu un peu le backstage d'une journée comme ça. Donc, c'était assez marrant. Et voilà. Petite anecdote. Non, sympa. Moi, j'ai pas rencontré Macron, donc. Ouais. C'est ça. Ton peu Stan. Moi, j'ai une seule déception. Hein. J'attendais le moment où tu amènes Macron au karaoké. Ça aurait été. Écoute, là, on aurait fait un clip sur TikTok là-dessus. Là, si j'ai Macron qui danse sur les sardines vu toutes sur les un questions karaoké, que tu as posées sur ton business et tout, tu as peut-être un futur concurrent, tu vois. Dans le prochain master. J'avoue que j'ai été voir s'il n'avait pas créé une entreprise derrière pour nous concurrencer. Mais a priori, il est toujours dans la politique. Toujours. Il s'accroche. Merci Maxime d'avoir été avec nous. Pour les auditeurs, les takeaways, restez focus, cherchez où est le cadeau et surtout, n'allez pas faire du parapente. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bye.